Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au programme de cet épisode, 10 septembre, Bayrou est-il l'ultime rempart d'un pouvoir en sursis ou le fossoyeur annoncé du quinquennat Macron? Et en seconde partie, face aux médias alternatifs, les médias mainstream sont-ils devenus des morts vivants? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un journaliste sportif de renom. Rien ne le prédisposait au journalisme footballistique. Il pratiquait l'escrime, a étudié l'histoire et a été géo, gentil organisateur, au Club Med. Il a fait de nombreuses apparitions dans des films comme 3-0, Beurre sur la ville, Disco, Neuilly-sa-Mère et Les Tuches. Il a travaillé pour France Football et l'équipe, deux monuments du foot. Mais c'est dans l'audiovisuel que s'exprime le mieux sa personnalité. Il ne mâche pas ses mots et n'hésite pas à faire feu. Il intègre l'équipe TV et est chroniqueur dans l'émission Le Match du lundi et on refait le match sur LCI RTL. C'est avec M6 que sa carrière prend un nouvel essor en 2005. Il est chroniqueur ensuite sur RTL et tient le blog Pierrot le Fou. En 2009, il intègre Canal+ pour animer Canal Football Club, mais on le voit aussi sur Canal Sport. Il a sa marionnette au guignol de l'info, un privilège dont il se passerait bien car il est caricaturé en beauf, certainement parce qu'il est jugé trop populaire par les wokistes de l'émission. Il faut dire qu'il n'hésite pas à être politiquement incorrect. Réagissant à des propos de Thuram, il affirme sur le plateau de CNews « Les jeunes immigrés considèrent que le terrain est leur chasse gardée et ne tolèrent pas d'intrusion étrangère. » C'est donc une grande gueule que nous avons ce soir. Je vous demande d'accueillir Pierre Ménès. Bonsoir à tous. Merci d'être toujours fidèles au rendez-vous. Bienvenue dans la première émission de cette nouvelle saison avec toujours plus de surprises qu'on vous réserve tout au long de l'année sur TVL, de nouveaux visages, de nouvelles émissions. En tout cas, on va essayer de faire l'événement encore une fois. Merci beaucoup, cher Pierre Ménès, d'avoir accepté notre invitation. Merci Eric, c'est pas si souvent qu'on m'invite maintenant, donc ah oui, c'est avec plaisir. Oh ben non, là depuis 4 ans, pas pour me vanter, mais c'est calme. Hein. Comment ça va, Pierre Ménès? La santé? Oui. Bah écoutez, je me fais opérer, je me fais poser une prothèse du genou le mois prochain. Sinon, la santé, par rapport à mes greffes, ça va plutôt très bien. Bon, en tout cas, on est particulièrement, je vous dis, honoré de vous avoir, en tout cas, pour cette première. Vous êtes le parrain de cette nouvelle saison, donc de Bistro Liberté. Alors, avant de parler, bien sûr, de votre actualité, de l'actualité en général, on va vous présenter les sociétaires d'un jour qui vont nous accompagner. C'est la tradition dans cette émission. Alors, tout d'abord, c'est Béatrice Roset. On peut applaudir bien fort. Bonjour Béatrice. Bonsoir à tous. Vous avez passé un bel été? J'ai passé un superbe été très calme, mais très zen. Voilà. Bon, en tout cas, on on est en pleine forme. Ravis de vous retrouver. Merci de nous avoir donné la primeur avant Cyril Hanouna, qui va peut-être rejoindre, on ne sait pas. Ce sera le mystère. On rappelle que vous avez une chaîne YouTube, toujours. Oui, c'est Béatrice Rosen officielle. Et j'ai plein de séries sur des thèmes différents, de l'actu à plein de choses, à la culture. Donc voilà, allez faire un tour. Bon, on est ravis en tout cas de vous retrouver. À vos côtés, chère Béatrice, il s'appelle Charbel Laxis, c'est ça? Lakis, pardon. C'est... Pourquoi? Parce qu'évidemment, sa chaîne YouTube, c'est Charb officiel, c'est ça? Charb officiel 2, ouais, c'est la deuxième. Parce que voilà. la première, on me l'avait... voilà. On vous l'avait sucré, donc ouais. En tout cas, voilà, Charbel Lakis. On est ravis de vous avoir. Vous allez nous dire un petit peu, vous êtes youtubeur, mais vous dénoncez les mensonges, les choses un petit peu... moi, je suis un petit peu... Ouais, alors moi, je suis agent immobilier de métier. Parce qu'il y a des gens qui me disent, non, je suis agent immobilier de métier depuis 2003. Avant, j'étais militaire pendant 5 ans.
Et donc, depuis l'époque du Covid, en fait, je pouvais pas rester là à rien dire. Parce que j'ai quand même quitté 11 ans de guerre au Liban, moi. C'est pas pour venir... Vous êtes libanais d'origine? Oui, je suis libanais d'origine. J'ai vécu de 78 à 89 au Liban, donc sous les bombes. Pour ceux qui connaissent pas un petit peu l'actualité. Non, comment? Vous étiez, vous avez... Non, je suis né en 78. Moi, j'ai vécu au Liban en tant qu'enfant, en tant que Libanais civil. Et donc après, on a quitté pour la France en 89. Et donc, on vivait très bien jusqu'à cette époque du Covid. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir ma grande gueule. Bon, eh ben, écoutez, on a hâte de découvrir ça. Greg Tabibian est aussi avec nous. Bon, mon Greg, on est ravis de te retrouver. Alors toi, t'as fait le buzz depuis 2 jours avec une vidéo. Alors incroyable, moi j'ai cru que c'était elle de... C'est Rousseau, hein, c'est ça? Alors là, c'était Sandrine Rousseau, mais on a cru que c'était elle qui parlait. Il y aura Darmanin, il y aura notre président, il y aura des gens qui nous ont un peu plus... Alors on peut voir ça sur X et sur ta chaîne YouTube? On peut le voir sur une autre chaîne YouTube, parce que... T'as peur de te faire... J'attends et j'espère ouvrir le débat autour de l'intelligence artificielle. Ouais. Parce qu'en gros, ce qu'on voit, c'est donc... un modèle d'intelligence artificielle on y croit, mais c'est incroyable. Quasiment indétectable. Donc on attend de voir. Je suis pas, je l'ai bougé de chaîne parce que j'étais pas forcément très fier de 2-3 trucs que je faisais dire parce que je suis un peu le beauf là-dessus. Mais disons que les prochains l'auront bien plus mérité. Bon. Et qu'on verra parce que là, je pense avoir peut-être le modèle d'IA civil le plus indétectable qui est à l'heure actuelle. Eh ben, on va regarder ça. De qualité visuelle. Et puis alors, je vous annonce un scoop. Aujourd'hui, nous sommes évidemment ravis de recevoir Pierre Ménès, mais je me demande si Pierre, vous n'allez pas vous faire voler un peu la vedette, en tout cas en ce début d'émission, par l'invité, mais alors événement du soir, je demande un tonnerre d'applaudissements, c'est Plume le rat, voilà, qui est à côté. Alors Plume, vous êtes, enfin plutôt je vais parler à celui qui est à ses côtés, puisque c'est évidemment Grégory Moreau qui fait le buzz depuis plusieurs jours, parce qu'évidemment ça a été repris par les chaînes Info, France Info TV, CNews, bon plus de 2 mois après, au niveau réactivité, il faut un peu se mettre à la page. Je vous encourage à regarder mon compte Twitter, il est beaucoup plus réactif puisqu'on avait une joute. C'était au début de l'été. Et donc, évidemment, voilà, vous êtes le défenseur des rats, vous êtes maire adjoint du 11e arrondissement de Paris, vous êtes membre du parti animaliste. Et donc, voilà, alors racontez-nous un petit peu ce qui vous a pris. Est-ce que c'est sérieux votre combat, Grégory Moreau? C'est extrêmement sérieux. Mon combat, c'est de sensibiliser les Parisiens auprès de cet animal. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, c'est impossible de se débarrasser de lui dans Paris. De toute façon, on n'a pas le choix, indépendamment de nos points de vue, de s'habituer à lui. Et puis, en fait, la meilleure façon de sensibiliser les Parisiens, c'est de leur montrer l'animal. Attendez, vous voulez que les choses soient bien claires. Vous voulez réhabiliter le rat, c'est ça? En fait, on n'a pas le choix. C'est réellement de l'écologie. Ce qu'il faut, c'est cohabiter. Il faut que le Parisien cohabite avec le surmulot. Qui, par ailleurs, Ils ne veulent pas des rues propres d'abord, les Parisiens, vous ne croyez pas? Mais justement, le rat lave les rues. Ah bon? Puisqu'il consomme en fait les déchets organiques que les Parisiens jettent. Et là, il fait sa toilette d'ailleurs. Sa toilette. Il se lave 3 fois par jour, 4 fois par jour. Donc c'est très propre. Et c'est le même rat, biologiquement, qu'on trouve dans les rues de Paris. Sauf que lui, bien sûr, est sociabilisé, mais c'est le même animal. D'accord, donc celui-là, il est un peu domestiqué, voilà. Bien sûr, bien sûr. Bon, et vous êtes en train de dire, puisque je vous écoutais en effet chez Pascal Pro, vous disiez que le rat a une fonction, parce qu'il y a combien de tonnes de déchets qui sont absorbés par les rats chaque jour? C'est ça, le petit calcul qu'on peut faire, c'est qu'un adulte comme ça mange 25 grammes par jour. Si à peu près il y a 3 millions de rats intramuros, on arrive comme ça à 75 tonnes de déchets qui sont consommés chaque jour dans les rues de Paris par les surmulots. Donc moi, je suis agent à la propreté et je peux vous dire que Paris n'a pas les moyens de gérer ces 75 tonnes de déchets organiques supplémentaires par jour. Donc on a vraiment besoin du surmulot. Allez, à la réaction, Béatrice. En fait, personne ne veut tuer un animal pour tuer un animal. La problématique, c'est que les rats se reproduisent. Et donc, de 3 millions, on peut passer à beaucoup plus. Qu'on a remarqué que ces dernières années, il me semble, je ne veux pas faire de diffamation ou quoi, il me semble qu'avec Anne Hidalgo, le problème s'est quand même intensifié. Et ça pose un problème quand même parce qu'ils ne sont pas tous dans cet état-là. Ils ne sont pas tous vaccinés, ils ne sont pas tous sains et ils peuvent être agressifs. Et donc, c'est surtout ça le problème, en fait. Alors, il y a à peu près autant, même plus de rats que de Parisiens. On est compte? Et c'est ça, les cas de morsures sont tellement rares qu'ils donnent lieu à des articles dans un journal. Autant vous dire que oui, mais quand c'est une preuve c'est 100%. à quel point cet animal est un animal pacifique. Il n'y a quasiment jamais de morsure. Après, sur l'aspect sanitaire, la mairie de Paris, c'est sa position officielle. Il n'y a pas de problème sanitaire lié au rat. Il y a un sujet, c'est la leptospirose. D'autres maladies sont en fait exotiques.
il y a le typhus murin, il y en a d'autres, mais elles sont plus dans des régions tropicales. La leptospirose, c'est un sujet, c'est vrai. C'est en fait une maladie qui, si elle est détectée tôt, regardez comme il est sociable cet animal. Ah ouais, bah là, je pense que dans le public, ils vont être contents s'ils commencent à se balader. C'est un point important, la leptospirose, il faut juste dire un mot sérieusement. C'est une maladie qui, si elle est détectée tôt, est soignée facilement par des antibiotiques. Et en fait, donc elle est très souvent, bénigne. Bon, je vois Pierre Ménès qui a l'air d'être affligé, non? C'est très grave. Comme Non, Il s'en fout. Non, parce que j'adore les animaux. J'ai 3 chiens. Ah. 2 cockers et un dalmatien qui s'occuperait de son cas assez activement, je dois le dire. Je pense que... Enfin, j'en ai 2 sur les 3 qui lui régleraient son compte assez rapidement. Mais... oui, je suis d'accord avec Béatrice. Le problème, c'est l'abondance et le manque de propreté de la plupart de beaucoup de ces animaux. Et effectivement, les morsures, et qu'ils soient parfois vecteurs de maladies. J'avoue que je ne connaissais pas le... Plume. Non, Plume, déjà, je ne connaissais pas, mais je ne savais pas qu'il bouffait 75 tonnes de déchets par jour. Mais ils ne peuvent pas bouffer Hidalgo, non, dans le tas. Ça nous rendrait On n'est service. jamais déçu par les animaux, hein. Vous êtes d'accord avec cette... Jamais. Moi, mes chiens, ils m'ont sauvé la vie. Hein. Quand j'étais à l'hôpital encore, que je venais d'être greffé, ma femme m'a amené un de mes chiens. Et pour l'anecdote, avant d'être greffé, j'arrivais même pas à les promener, mes chiens. C'est-à-dire, je faisais 15 mètres pour sortir de l'appartement, le chien se mettait à l'arrêt et il ne voulait être promené que par sa maîtresse. J'ai été greffé, je suis revenu de maladie, je pouvais amener mon chien au bout du monde. Et c'est une compagnie et un amour permanent et extraordinaire. Et je suis d'ailleurs totalement convaincu qu'on peut vivre la même histoire d'amour avec Plume. Hein. Alors, on va évidemment lancer dans un instant les 2 débats de la soirée. Bon, on va peut-être libérer Plume, puisque je pense qu'il a autre chose à faire que d'assister à toute l'émission. En tout cas, vous restez avec nous, Grégory Moreau. Il a des déchets à bouffer, quoi. Et puis parce que Grégory Moreau, il représente quand même un parti, le parti animaliste, qui est quand même rarement invité sur les plateaux d'émissions télé. Et surtout, alors vous disiez en plus que ce combat, parce qu'on a une petite joute, hein, on peut le dire, au début, c'était pas le grand amour entre nous sur Twitter, et puis comme quoi, vous voyez, on a l'intelligence d'esprit, je pense, et de part et d'autre, mais on n'a pas les mêmes opinions, mais on se parle, et c'est ça que je trouve bien. Et donc vous disiez qu'au départ, c'était la droite, les méchants complotistes, la droite extrême qui vous attaquaient. Vous êtes toujours dans cet état d'esprit? Oui, c'est vrai, j'ai été beaucoup critiqué par les médias et les réseaux de droite, et c'est vrai que si on dézoome un peu, c'est vrai que pourtant, il y a des mesures... pour la cause animale qui sont passées sous la droite. Hein. Je pense quand Chirac était ministre de l'Agriculture, il avait poussé un arrêté contre le trafic d'animaux sauvages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression on pourra peut-être en parler plus tard, mais que la droite a un peu abandonné le sujet animaliste. Qui défend vraiment les animaux aujourd'hui parmi les politiques, d'après vous? Alors, il faut être honnête, c'est vrai que le parti animaliste, bien sûr, nous, on est transpartisan. Donc, on a une douzaine d'élus municipaux. On est sur des listes essentiellement de gauche, c'est vrai, mais aussi on est allié à centre-droit parfois. Mais pourquoi, excusez-moi pourquoi de vous interrompre, mais c'est comme les écolos c'était Jean-Marie Le Pen qui disait vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Pourquoi les partis animalistes est associé au Parti socialiste? Pourquoi c'est un combat qui devrait être un combat de gauche? C'est quand même dingue, quoi, ça. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il faut poser la question à la droite, c'est-à-dire que nous, effectivement... vous êtes alliés avec le PS? On est transpartisans, mais en fait, tant qu'on défend les animaux, nous, on est prêts à discuter avec tout le monde. Si demain Marine Le Pen vous contacte... Ah. Alors, c'est de notoriété publique que Marine Le Pen a un compte sur les chats, qu'elle a presque une passion pour les chats. Donc là, il y a un potentiel de la droite. Il y a même d'autres mouvements à droite, d'autres sensibilités animalistes à droite. Pour vous dire déjà notre ouverture, nous, on est sur des listes de vous n'êtes pas Brigitte Bardot, quoi. On ne vous entend pas quand il y a des choses bien qui sont faites et que ce soit... Brigitte Bardot a été une pionnière. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est alliés à LR. C'est le cas à Boulogne-Billancourt avec notre élu municipal. Vous êtes alliés au PS et LR, donc c'est tout... PS, UDI et LR. Mais c'est vrai que c'est surtout essentiellement PS et ELV. Bon, écoutez, en tout cas, vous restez avec nous, vous allez comme ça pouvoir réagir tout au long de l'émission. Pierre Ménès, on revient évidemment à vous. Je vous demandais en effet comment vous alliez, puisque vous aviez, ce que vous disiez au début de l'émission, vous aviez le sentiment d'avoir été vraiment lâché, vous, après au niveau des affaires, là on parlait de la santé, au niveau des affaires, vous en êtes où, toutes ces histoires? Mes affaires, j'attends, on attend avec mon avocat toujours le
le verdict du juge sur Donc ce on qu'on rappelle, peut appeler l'affaire Canal+. C'est incroyable, ça fait combien d'années? Ça fait 4 ans. 4 ans d'enquête pour une jupe soulevée. Il faut croire que la justice a que ça à foutre. Enfin, pour une jupe supposément soulevée. Et voilà, 4 ans évidemment avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, voilà, mon téléphone, c'est comme si j'étais mort, quoi. J'ai plus un contact. C'est pour ça que je suis venu en courant quand tu m'as invité, parce que... Bon, j'espère qu'on n'est pas non plus là... tu vas voir les réactions que tu auras à ma présence. Hein. Voilà. Bon, Cyril Hanouna, non, il ne t'invite plus Toi, il a bien fait revenir de l'Ormeau hier. Je sais pas, vous avez vu cette séquence hier? Cyril Hanouna, oui. C'était touchant. J'aime pas Delormeau pour tout ce qu'il représentait, mais je l'ai vu dans un tel état. Alors, j'ai pas regardé l'émission, je l'ai vu sur les réseaux ce matin. Il a dit qu'il ne fallait pas le confondre avec Palmade et avec De Chavannes au niveau. Il n'avait jamais mis la vie de personne en danger. Fernandez, faut pas tirer sur une ambulance malade. Et voilà, donc j'ai pas envie de l'allumer, même si je ne l'aime pas du tout. Mais non, Cyril, il travaillait longtemps jusqu'à peu dans le groupe Bolloré. Moi, j'ai quitté le groupe Bolloré, donc c'était un petit peu normal qu'il ne puisse plus m'inviter, même s'il l'avait fait d'ailleurs 1 an après mes histoires. Enfin, Sébastien Toen a été débarqué, il est revenu. Oui, Stéphane Guy aussi, oui. Non, mais moi non, toujours rien. Et si on vous rappelait, vous y retourneriez? Oui. Oui, j'y retournerai, parce que j'ai beau avoir 62 ans, j'ai encore envie de bosser, j'ai encore envie de parler de foot aux gens, et voilà. Alors, Béatrice, vous êtes une femme, ça n'aurait échappé à personne, la seule représentante sur ce plateau. Quel est votre avis sur ce qui est arrivé à Pierre et... Il y a Plume aussi. Hein. Alors, je connais pas j'avoue que le foot, c'est pas du tout mon monde, et je ne connais pas du tout les détails de cette affaire, mais pour élargir... Donc, je ne sais pas quels sont les tenants et les aboutissants. Je trouve qu'avec MeToo, c'était important effectivement de donner la parole aux femmes, mais je pense qu'on est allé quand même très très loin et voilà, peut-être un peu trop loin. Et Vous pensez que la télé a sacrifié des personnalités fortes pour plaire aux politiquement corrects? Je pense qu'il y a eu des gens qui ont pris pour tout le monde, et parce qu'il fallait, fallait des boucs émissaires. Alors, je vois que tu hoches la tête, je pense que tu n'es pas d'accord. Je ne sais pas si c'est le cas pour Pierre ou pas. Honnêtement, je ne connais pas les détails de l'histoire, et puis on n'est pas là pour faire un procès. Apparemment, le verdict n'est même pas encore tombé, donc voilà. Mais c'est vrai que de façon générale, même sur l'affaire... il y a plein d'affaires qui ont fait énormément de bruit, puis il y a eu des non-lieux. Donc, il faut faire attention avant de détruire la vie des gens. Il faut faire attention. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et d'un autre côté, il faut effectivement donner la parole. Il faut trouver un équilibre. Tout n'est pas comparable. On met tout dans le même sac. Bon, il y a eu l'affaire Nicolas Bedos. Il y a eu Depardieu là qui a renvoyé donc pour viol. C'est dans un procès pour viol. Toi, ça te fait réagir de manière générale. En fait, je dirais pas qu'on est allé trop loin. Je dirais qu'on est allé trop vite. Parce que finalement, la situation n'a pas tant changé que ça. Et je pense qu'une fois les faits médiatiques passés, il y a toujours les mêmes problèmes. Mais c'est vrai que dans la précipitation, il y a eu des moments où c'est allé... Quel genre de problème? Beaucoup trop vite. Des gens qui ont été condamnés à tort. Oui, je suis bien d'accord. Ouais. Donc je dis, c'est pas tant un problème d'être allé trop loin, comme si on était allé trop loin dans les sanctions. C'est qu'on allait très vite dans le jugement de certaines personnes. Il faut savoir que j'ai été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour avoir... Tu peux me donner ta main, s'il te plaît? Voilà. Ça, c'est 2 mois de prison, ça. 2 mois de prison avec sursis, avec une vendeuse de chez Nike. Dans le même truc, j'étais accusé de lui de m'être frotté à ses seins, de lui avoir touché les fesses, d'avoir touché les fesses à une autre, le même jour. Hein, donc j'étais quand même très en forme. Bonne journée. Ouais, une bonne journée, quoi. Et donc ce procès a eu lieu 3 jours après la mort de ma mère. Je venais d'être amputé de 3 orteils, donc j'étais allé avec des béquilles, parce que je ne pouvais pas marcher. Et les gens disaient que j'avais fait ça pour apitoyer le jury. Et je suis tombé sur une procureure qui était une folle. Tout ce que je pouvais avoir de pire, une féministe, qui disait, parce que j'ai été aussi accusé par une hôtesse au Parc des Princes de lui avoir touché les seins. Alors que tu peux imaginer bien qu'il n'y a pas un truc qui est plus filmé que le Parc des Princes. Il y a une caméra tous les 3 mètres. Évidemment, sur pas une caméra, on me voyait m'approcher une fois de
de l'hôtesse. L'hôtesse qui était en binôme avec elle m'avait totalement disculpé. Malgré ça, la procureure avait réclamé 8 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et le fichage aux délinquants sexuels. J'ai rien eu de tout ça. J'ai été totalement innocenté de tout ça. J'ai juste pris 2 mois. Oui, parce que ce qui est terrible, c'est quand on est innocenté quand ça arrive, c'est 2 lignes dans les journaux. Hein. Ben non, mais parce que j'ai quand même été condamné avec 2 mois avec sursis pour avoir enlacé des mains. Mais je n'exagère pas, hein, c'est l'attendu du tribunal. 2 mois avec sursis pour avoir enlacé les mains. Mais je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a plus de hiérarchie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Sur Depardieu, Sur Depardieu, encore une fois, j'ai pas les faits. Sur envoyé spécial, est-ce qu'on a su le fin mot de l'histoire, si les rushs étaient véritables ou pas, ou est-ce qu'ils avaient toutes les images? Je sais pas, je veux pas prendre des cas précis. Ce qui est terrible, c'est qu'on se demande si parfois on n'est pas jugé par les médias avant d'être jugé par les justice. Mais il y a des gens qui violent et qui sont récidivistes de viol et de meurtre et qui sortent, on les voit en liberté et qui peuvent à nouveau récidiver. Et puis après, pour avoir frôlé... Voilà, il y a plus d'hiérarchie dans les faits et ça fait peur quand même. Et on a l'impression effectivement qu'il y a des figures médiatiques qu'il faut abattre pour telle ou telle raison. Et puis il représente une époque. Attention, on va dire que vous faites un salut nazi, là. Charbel. Non, mais on essaie d'abattre des types qui représentaient une certaine époque, une certaine France. Il faut dire les choses. C'est quoi votre regard, vous, sur Pierre, par exemple? Alors, je ne connais pas du tout l'histoire, mais moi, ce que je condamne, c'est le tribunal médiatique, en fait. C'est le tribunal médiatique. Si les médias, qui sont, il faut dire les choses, essentiellement de gauche, prennent le pas sur la justice, qui est aussi, elle, tout le monde sait... parce que c'était un pote de Sarkozy, là, au départ. Non, mais voilà. Donc, il faut arrêter de nous parler d'indépendance et de je ne sais pas quoi. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Quand tu as des gens qui viennent, ils condamnent un mec avant même qu'il soit rentré dans un tribunal, c'est fini. On lui détruit sa carrière. Et à côté de ça, on se retrouve avec un Pierre Palmade qui, lui, tranquille, sort, machin. Tout. Mais il y a plein d'exemples. Non, mais Gérard des exemples, Miller, voilà. ça, on n'a jamais entendu. Ah oui, mais Gérard Miller, c'est Il n'y a pas une prescription sur Miller, malheureusement. C'est le tribunal médiatique, ça détruit des gens. Et même quand ils sont innocentés, par exemple, comme le cas de Pierre, après, ils sont salis. Ils sont salis. Il y a encore une affaire qui est en cours et on vient le condamner avant. C'est pour ça que je te disais, le problème, c'est pas qu'on allait trop loin, c'est qu'on allait trop vite. Ce qui aurait vraiment été déjà intéressant, que ce débat aurait peut-être pu nous permettre d'obtenir, déjà, c'est une prescription sur les crimes sexuels. Le fait de voir qu'il y a des gens qui ont tripoté des gamins et qui viennent dire c'est une braguette de petite fille à la télé, puis en fait non, parce que c'est 15 ans trop tard. Voilà. C'est peut-être ça le problème. Déjà, obtenir la fin de la prescription sur les crimes sexuels. Point. Vous avez violé il y a 40 ans, vous prenez 40 ans plus tard. Donc, le problème, c'est la preuve. Le problème, c'est la preuve. S'il y a preuve. Et là, quand la personne a été filmée en train de dire. S'il y a preuve, il y a condamnation. On ne devrait pas avoir des gens qui peuvent. Voilà, on ne devrait pas avoir des gens qui font des attouchements, qui changent des HLM contre des faveurs sexuelles et qui peuvent se retrouver à avoir des très grandes carrières parce qu'on nous explique que c'est trop tard alors qu'on a les SMS. Je vois que Plume ou Grégory Moreau veulent réagir. Juste dire un mot, c'est vrai que parfois il y a une convergence des luttes entre le féminisme et l'antispécisme. Et c'est vrai que dans le milieu animaliste que je côtoie depuis maintenant 10 ans, il y a une présence féminine très forte et un dynamisme vraiment précieux qui est apporté par de nombreuses femmes, associations, politiques, etc. Est-ce que, quand même, de manière générale, ce qui est encore plus dingue, en effet, vous le rappeliez, si demain, on démontre qu'il n'y avait rien, la carrière est brisée, vous êtes dans un esprit revanchard ou pas? Il faudrait quoi, attaquer en diffamation tout le monde derrière vous êtes dans quel état d'esprit? Vous en voulez quand même J'ai attaqué Marie Portolano en diffamation suite au bouquin qu'elle a sorti. Parce qu'en plus, il y a derrière quand même parfois une exploitation qui peut être forte. Elle a fait sa carrière sur ma gueule, ça c'est clair. J'étais quand même pas quelqu'un d'extraordinairement brillant et qui a fait le buzz de sa carrière en disant que je lui avais soulevé sa jupe. Et en me le sortant face à face au moment où je lui avais accordé une interview sur un documentaire, alors que personne ne m'avait jamais parlé de cette histoire. Jamais. 5 ans, et c'était 5 ans après. Effectivement, pas question de prescription, mais 5 ans après, on me dit « Est-ce que tu te souviens que tu m'as soulevé ma jupe ?» Non. Alors après, j'ai su que le jour où je lui aurais soulevé la jupe, c'était le 26 août 2016. C'est-à-dire que c'était la dernière émission que j'étais en état de faire avant de partir 7 mois en maladie pour subir une double greffe, rein et foie. Et je n'ai aucun souvenir de cette émission. Alors je sais que c'est naze comme défense de dire « Je ne me souviens de rien ». Mais moi, je ne mens pas.
J'ai bâti toute ma carrière, toute ma réputation sur ma franchise. Si je dis que je ne m'en souviens pas, je m'en souviens pas. Je me souviens pas que c'était Griezmann l'invité. Je me souviens pas que je suis pas resté jusqu'à la fin de l'émission. Je me souviens pas que ma femme, parce qu'en plus ma femme était là le jour où je soulevais ma jupe, ma femme était là. C'est une bonne idée. Je me souviens pas que ma femme m'a ramené en voiture. Je me souviens de rien. J'étais dans un état. De toute façon, après, pendant 7 mois, j'ai attendu la mort. Il faut dire ce qui est. J'ai été greffé, il me restait 3 jours à vivre. Donc, qu'elle me sorte un bouquin 2 ans et demi après, où elle parle, sans avoir le courage de citer mon nom, il ne faut pas déconner non plus, où elle parle de moi pendant 7 pages et demie en disant que j'avais un droit de cuissage à Canal+, avec la bénédiction de mes patrons, là, j'attaque en diffamation, bien évidemment. Mais sinon, pour ce qui est de l'esprit de revanche, non. Il y en a qui vous ont soutenu, on ne va pas les mettre dans la sauce, mais est-ce que vous avez des gens qui, peut-être pas publiquement, mais derrière, vous ont dit... bien sûr, j'ai des gens qui m'ont soutenu, oui, quand même. Enfin, je parle de personnalité. Oui, il y en a, bien sûr, oui. Qui, par exemple, vous pouvez citer quelques-uns ou... J'ai Marc Keller, qui est le président du Racing Club de Strasbourg, qui est mon meilleur ami, et qui me connaît évidemment mieux que personne. Mais des gens plutôt de qui le soutien vous a plutôt étonné, quoi, ou qu'elle vous attendiez pas, quoi. Il n'y en a pas? Et politique, non, pas beaucoup? Valérie Pécresse, qui est une amie, une vraie amie. Comment elle va en ce moment, elle? Elle va très bien. Elle va même beaucoup mieux qu'elle a pu aller après son échec au présidentiel. Je la sentais... Elle s'est reconvertie dans quoi? Je la sentais lasse. Elle est toujours présidente de la région Île-de-France. Je pense que là, d'ailleurs, plutôt des très bons résultats. Mais bon, après, c'est une question de... Mais voilà, c'est quelqu'un En tout cas, vous êtes fidèle en amitié et vous ne lâchez pas les gens, même quand ils sont... non. Et eux non plus, donc voilà. Non, mais le désir de revanche, non. Là, j'ai quitté la région parisienne il y a 2 ans. Maintenant, je vis à côté de La Baule. Je me suis installé dans ma nouvelle maison début juillet. Et voilà, je suis à la retraite officiellement le mois prochain. Et pour ne rien vous cacher, je pars demain au Maroc, où j'ai une proposition du Maroc pour les aider pour la CAN. Pour la CAN qui est en janvier, en décembre-janvier, et surtout pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Maroc en 2030. Donc, pour l'instant, c'est un peu informel, mais on va essayer d'avancer. Là, je vais à un colloque à Rabat jeudi, et vendredi soir, je suis à Rabat pour l'inauguration du stade, et Maroc-Niger. Eh bien, écoutez, on va suivre ça en tout cas avec attention. En tout cas, on est ravis de vous recevoir. C'est l'heure donc aussi... Pardon, j'avais oublié, j'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Ignace, notre dessinateur, caricaturiste, qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Et en merci, on ne cessera jamais de le faire suffisamment. Le public est toujours aussi fidèle. N'hésitez pas à mettre des pouces levés, à retweeter. En tout cas, on parle à présent de François Bayrou. C'est le sujet de ce premier débat de Bistro Liberté. À tout de suite. 10 septembre, Bayrou est-il l'ultime rempart d'un pouvoir en sursis ou le fossoyeur annoncé du quinquennat Macron? Voilà donc ce premier débat qui est donc consacré à l'actualité du moment, puisque voilà, nous sommes à moins d'une semaine de cette déclaration de ce vote de confiance, donc il n'y a plus beaucoup de suspense sur son issue, mais en tout cas, voilà, une semaine également du 10 septembre. Voilà, est-il l'ultime rempart d'un pouvoir en sursis? Voilà la question qu'on pose. Ou est-il le fossoyeur François Bayrou, le fossoyeur annoncé du quinquennat Macron? D'abord, qu'est-ce que vous avez tous pensé de l'interview de Bayrou? C'était donc sur ces 4 chaînes info. Alors, en plus, moi cet été, je ne sais pas si vous avez vu, ça va être le sujet de ce Bistro Liberté dans une deuxième partie, c'est la mort des médias mainstream. Enfin, en tout cas, pas encore complètement parce qu'en influence ils l'ont. Mais moi, j'avais fait un petit listing des audiences. Alors, c'est vrai que là, quand même, c'est quand même incroyable. François Bayrou, sur 4 chaînes info, c'était l'événement, en plus, on n'a jamais autant parlé, il a fait à peine 1,9 million de téléspectateurs. Alors, je rappelle juste pour l'anecdote, c'était à 18h. 18h dimanche. Je rappelle quand même qu'on endormi qui ne pouvait pas zapper.
Non, mais oui, en plus, voilà. Mais oui, j'aurais même la décence de ne pas parler de l'âge du public des chaînes info, hein, parce que c'est entre 55 et 65 ans. Une partie Juste des gens pour sont rappel. morts pendant l'émission. Oui, ça c'est vrai aussi. Non, qu'on est, je crois, au dernier. Ouais. Vraiment, ça c'est. Désolé. On va se mettre plein de gens à dos. Encore, merci Mais Greg. non, ils sont morts. C'est vrai. Bon, en tout cas, on en a quelques-uns de vivants encore qui nous regardent. Donc, s'il te plaît, reste, Les gens qui votent pas, qui regardent. voilà. Bon, en tout cas, il y a 68,5 millions d'habitants en France, d'après la dernière comptabilité de l'INSEE, hein, c'était en janvier 2025. Donc, bon, voilà, bon, je sais qu'il y a des enfants, il y a plein de choses, mais enfin, quand même, rapporter 1,9 million à 68,5 moins les plus jeunes, ça fait quand même pas grand-chose. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview? Est-ce qu'il a méprisé les Français, Pierre Ménès? Qu'est-ce que vous pensez de François Bayrou? Surtout est-ce qu'il n'accuse pas les Français de masquer, en gros, ses échecs? Je le trouve totalement à la ramasse. Mais totalement à la ramasse. C'est du Bayrou. Il a refait son bureau à 40 000 euros. Hein, Et ça me contrarie beaucoup parce que je dirais qu'au départ, mes opinions politiques, c'est un peu le parti de Bayrou. C'est-à-dire centre-droit, enfin, si tant est que Bayrou soit de centre-droit. Mais là, bon, après, est-ce qu'il est responsable oui, parce que visiblement, il a quand même forcé la main à Macron pour avoir le poste. Mais bon... Et là, c'est un suicide, quoi. Enfin, je sais pas. Ah bah c'est un Prévu, ça c'est Allez, obligé que c'est prévu. Charbel. Ça. On peut pas croire que des types d'un tel niveau, alors je parle pas du niveau de Bayrou, parce que, désolé Pierre, mais je parle pas du niveau de Bayrou, mais tout ça, c'est pas possible que ça soit pas prémédité, tous ces trucs-là. Le mec qui prévoit de faire son bureau, de refaire son bureau, Ça, c'est dingue. il sait que le type va sauter, c'est obligé. Mais c'est pas possible que François Bayrou ne sache pas que c'était un CDD qu'il avait. Mais enfin, je sais pas comment les gens aujourd'hui peuvent encore croire un seul mot de ce que on va peut-être en parler après, de ce qui peut sortir d'un écran de télé en fait. Moi, je l'ai éteint depuis longtemps. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour une raison qui est très simple. Vous avez un type qui est là, qui a fait sauter l'Assemblée nationale. Alors, bien sûr, sans se figurer. Il a dit le 9 juin. Avant de prononcer... Non, le 10 juin, le lendemain de la dissolution, à Oradour, quand il faisait sa commémoration, je leur ai balancé une grenade dégoupillée entre les pattes, on va voir combien ils vont s'en sortir. Mais quand vous entendez une phrase comme ça de la bouche sortie d'un président, entre guillemets, de la République, c'est que le mec, il a un plan derrière. Et surtout d'un président de la République qui est un européiste, un fédéraliste convaincu, pour qui la finalité de ce pays, c'est de devenir un Länder comme chez les Allemands. Länder, c'est comme ça qu'on dit, une région... Mais c'est fini. C'est qu'on est en train d'avancer pas à pas. Moi, j'avais dit dans une vidéo, quand il a fait sauter l'Assemblée nationale, là, il dit, ce type, il veut les pleins pouvoirs. Il va vous balancer un Premier ministre, peut-être 2, allez, soyons fous, 3, mais au bout d'un moment, la finalité, c'est l'article 16. Ah, vous croyez ça? Mais j'y crois à fond. Et vous savez quoi, je vais vous dire, j'espère qu'il va le faire. Ah, vous nous rappelez ce qu'est l'article 16, ça c'est intéressant. Article 16, en fait, c'est les pleins pouvoirs. Les c'est l'article. pouvoirs exceptionnels. Parce Pouvoirs qu'ils vont exceptionnels. fact-checker, ils vont te sauter dessus si tu Non, dis mais ça. toi aussi, tu crois, on se Alors moi, j'ai tu fait. crois aussi à ça? J'avais fait exactement On va traiter pas les pleins à pouvoirs, l'époque, au moment de la On dissolution. va traiter de complotiste encore. Bon. Non, je pense qu'il- que Allez, c'est ce vers quoi il veut aller. Oui, elle a l'habitude, me dirait. Non, mais personne n'arrive jamais à prouver sur quoi j'ai été complotiste, parce que ça fait quand même 5 ans que je dis des choses qui se passent. Ça, les preuves, je peux t'en parler, que tout le monde s'en fout. Donc voilà, donc je pense qu'il veut aller, ça c'est Emmanuel Macron, mais il y a de plus en plus de politiciens de tous bords qui appellent à sa démission. Sur Bayrou, il y a la forme et le fond. La forme, c'est catastrophique, même à l'Assemblée, parfois on a l'impression qu'il perd ses moyens, qu'il n'arrive plus à parler, qu'il n'arrive plus à réfléchir. C'est problématique, je trouve, sur la forme. Et sur le fond, cet homme-là accuse les Français de dépenser trop d'argent, mais cet argent est leur argent. L'argent de l'État, c'est notre argent. Et ce monsieur vit sur cet argent, donc notre argent. Depuis que je suis petite, je vois monsieur Bayrou à la télé. Je suis plus, malheureusement, j'ai plus 20 ans, mais je vois cet homme-là à la télé depuis toujours et il vit de C'est la notre argent. consécration, il rêvait de ça, et dans les urnes, Voilà. il ne représente plus Mais grand-chose. il vit sur finances publiques. Donc, si quelqu'un a trop dépensé ici, c'est pas le peuple qui le finance, c'est lui qui a voté tous ses budgets. Il y a qu'en France où il y a ça. Ce qui est quand même culotté, c'est qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui nous parle de 60 milliards de gâchis. Je veux dire, je ne l'invente pas, le rapport. Il est disponible sur le site de la Cour des comptes. Les gens qui viennent nous sauter dessus, ils ont qu'à aller chercher, ils vont vite le trouver.
Et on a un type qui vient nous expliquer qu'il faut faire 44 milliards d'efforts. Et celui qui était avant lui, qui était M. Michel Barnier, le matin où il nous expliquait qu'il fallait 60 milliards d'efforts, son patron donnait 3 milliards à Zelensky l'après-midi. Ah ça, Mais on trouve de l'argent pour l'Ukraine. Non mais c'est un truc de fou. Mais on est chez les dingues. Et il y a un calcul qui a été fait, et vous pouvez le retrouver facilement, on perd 600 millions d'euros par jour. Ça veut dire que les 44 milliards qu'ils nous demandent, en 75 jours, ils sont éclatés. Et le mec, il se paye le culot, qui a vécu toute sa vie d'argent public, il vient nous demander des efforts, mais des efforts de quoi? C'est ça qui est si- Assieds-toi. Mais quand vous leur demandez quelque chose à ces gens-là, quand vous leur demandez le moindre effort, c'est ce qu'ils vous disent. Ouais, mais non, mais ça c'est du populisme, c'est symbolique, c'est je sais pas quoi. Mais commence par le symbolique. C'est les rois des symboles, les rois des commémorations et tout ce que vous voulez. Mais quand nous, on leur demande quelque chose, non, nous, on peut pas, c'est symbolique. Vous avez vu que Sarkozy appelle à une dissolution dans le Figaro, votre copain là, Pierre Ménès, il y croit dur comme fer qu'il va y avoir une dissolution. D'abord, vous pensez que le vote de confiance, il va plier Bayrou, c'est sûr pour vous aussi? Les socialistes vont voter contre, LFI va voter contre, le RN va voter contre. Donc c'est plié. Alors il y a qui derrière? Les LR, c'est pas encore sûr totalement qui vote pour. Donc oui, ça me paraît compromis. Ça va être un bazar. Même le PS au début, ils étaient, on ne sait pas trop là. Donc, Ouais, mais non, il y a Faure qui a parlé hier. Non, je pense que c'est mort pour Bayrou, mais moi, que Bayrou saute, je ne vais pas verser une larme, mais qui derrière? C'est ça. Si c'est pour mettre le Cornu ou Retailleau avec la même majorité, ça va être le même bordel. Alors Grégory Moreau, vous êtes candidat ou pas au poste, vous? Déjà, vous êtes candidat à la prochaine. Il y aura sans doute une dissolution, donc vous êtes le candidat à ces législatives, c'est ça? Je suis candidat aux législatives partielles dans la 2e circonscription de Paris, en tant que candidat suppléant. Mais je voudrais dire juste un mot sur l'aspect économique, qui est à mon avis le plus important, parce que quand même la dette publique, c'est quand même ça qui paupérise toute la France. Moi, j'hésite concernant M. Bayrou entre une grande compétence ou une grande incompétence. Et c'est une vraie question qu'il faut se poser, parce que lui-même, il l'avoue, ça fait 50 ans que le budget, en fait, il n'y a pas un budget à l'équilibre de la France tous voté. depuis 50 ans. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on a des dirigeants qui sont des énarques incompétents, ou bien ça veut dire qu'il y a un intérêt à avoir un budget qui n'est pas à l'équilibre? Ils sont très clairs. L'intérêt serait quoi? L'intérêt, c'est que ce budget, ce déficit public, il vient alimenter une dette, et cette dette, elle fait quoi? Elle vient enrichir une sphère financière et des investisseurs. Donc à un moment donné, on peut se demander, est-ce que ces budgets qui ne sont pas à l'équilibre depuis 50 ans, est-ce que finalement l'État ne sert pas finalement Siphonner de l'argent public, une certaine sphère financière, plutôt que défendre les intérêts de la nation? On peut se poser la question. Mais bien évidemment. Mais ils ne sont pas incompétents. Ils sont dans une spirale infernale. il y a de tout, il n'y a pas de s'extraire. mille. Il y en a qui sont des purs cas de bêtises. Chose que Bayrou, on est sur un mélange des deux. On est sur quelqu'un qui est à la fois extrêmement déconnecté et à la fois extrêmement. Puis la forme, quoi. La forme, c'est compliqué. La forme du ventre. La forme du tout quand il parle. Non, mais tu rigoles de ça, parce que je rebondis là-dessus. C'est pas pour faire un truc de promo ou quoi, mais comme je te l'avais dit, je bosse sur des outils d'intelligence artificielle et donc je clone des voix. Et la seule que je n'ai pas réussi à cloner, c'est Bayrou. Ah oui. Parce que quand tu envoies un modèle tu veux qu'une IA clone une voix, tu lui envoies des heures de la personne qui parle. Et donc elle va détecter comment il est quand il est triste, comment il est quand il est joyeux, comment il est quand il est sérieux, comment il est quand il rigole. Et en fait, elle est là et elle ne peut pas détecter d'émotion chez François Bayrou. Il n'y en a pas. Elle ne peut pas le cloner. Parce qu'il n'y a pas assez de variables. T'as déjà entendu Bayrou énervé? Tu peux l'imiter? Tu sais à quoi ça ressemble? Non. Bayrou triste, même sa fille, elle se faisait taper dessus, il était là en mode « Je suis vraiment très triste de ce qui est arrivé à ma fille. Non, il ne sait pas en fait, il n'y a pas de... Voilà. Donc c'est compliqué. Abetaram, il nous a pris un peu pour des cons, là, encore. Oui. Non, mais il nous a pris pour des cons. Bon, il est... Écoute, voilà. Quand tu balances cette fameuse phrase qu'il a dite, on a l'impression, il dit ça à la journaliste, quand on vous entend que c'est l'État qui dépense l'argent alors que c'est les Français qui le dépensent. Bon. 22% d'augmentation des dépenses. C'est là où j'ai envie de penser comme toi. Tu peux pas te de dire que le fonctionnement. mec pense quand même. Enfin, Ouais. il le sait. Non, mais c'est... À quel point c'est dramatique de balancer une phrase pareille. C'est terrifiant en fait. De balancer une phrase pareille. Alors non, il va sortir. Je pense qu'il n'y aura pas de but miracle. Comme dit Pierre, dans c'est les quoi, arrêts de jeu, il va pas s'en sortir ce coup-là. mais- C'est que c'est un mec de 72 ans qui attaque les boomers. Oui. Ça, je trouve ça. Il a décidé. Ça, je trouve ça prodigieux. Je me dis, là, on est arrivé à un sommet de conneries. Comme je te l'ai dit, je prends ma retraite dans un mois. Je me suis dit que finalement, le timing n'était pas excellent. Parce que si ça se trouve, je vais être dans les premiers à morfler. Bon, Dieu merci, j'ai quand même bien gagné ma vie, j'ai bien cotisé, je vais avoir une retraite correcte. Mais
Mais tu peux pas. Je veux dire, les gens qui sont à la retraite, qui vont avoir une belle retraite, c'est parce qu'ils ont beaucoup cotisé. À un moment donné, il y a un minimum de logique quand même. Oui, ce truc des boomers, oui. c'est limité. Parce que... Mais non, mais surtout quand vous... C'est taper sur ce qu'on te laisse taper, c'est Ils viennent facile. vous expliquer l'année dernière que le Sénat, ou vice-versa, je ne sais plus c'est lequel qui a fait quoi, il y en a un qui s'augmente de 700 balles par mois et l'autre de 300 balles par mois. Sénat 300, pour, Assemblée 700. faire face à l'inflation. Et là, 1er septembre, là, ils ont dézingué les retraites complémentaires. Moi, j'ai des gens qui m'ont écrit, mais en pleurant. Je l'ai eu au téléphone, la dame. Mais elle m'a dit, mais ils ont enlevé 700 balles sur la complémentaire retraite de son mari. Et j'en ai une autre qui m'a... Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai dit, mais à un moment, c'est quand vous avez honte, en fait. Ils ne Jamais. connaissent pas. C'est comme ils connaissent pas. Un sentiment qui leur est étranger. je Et c'est pour ça que je me permets de dire, et je terminerai là-dessus, c'est que quel que soit le mec qui va arriver après Bayrou, ce sont des types qui vont être soumis à Ursula. Il y a un pouvoir supranational au-dessus de ce pays. Il n'y a plus de souveraineté. C'est terminé. La dernière qu'on est en train de dézinguer, c'est la militaire. Elle a surtout failli être soumise à Poutine, hein, parce que, avec son avion. C'est la militaire. On est en train de la déglinguer là. Avec sa tournée diplomatique. Elle est partie visiter les pays, je sais pas quoi. Ensuite, elle a fait sa Vous avez déclaration. vu qu'il y a son avion qui a... C'est pas clair là non Alors, plus, hein. ça a été Le dézingué par GPS. Flight Radar. Hein. Ah oui. Flight Radar, ils ont dit Ça a été débunké. qu'elle était immobilisée. Ouais, elle était immobilisée pendant 1 heure. L'avion, il a tourné pendant 1 heure. Ils ont dit la durée du vol, c'était 1h48. Bah, j'ai fait la vidéo tout à l'heure là. Et en fait, il est resté. Et la durée du vol effective a été d'1h57. Et le transpondeur de l'avion n'a signalé aucun défaut GPS de son décollage jusqu'à son arrivée. Punto basta, il n'y a plus rien à dire. Circuler, c'est terminé. Quand on ne sait pas, c'est la faute à Poutine, c'est ça? Mais c'est la faute à Poutine, c'est les Russes. C'est les Le hashtag, punaises c'est de les lit, Russes. c'est C'est tout. punaise. Non, Vous mais- avez vu la dernière rumeur qui est lancée, mais... Vous voulez dire un truc Ouais, vous Voilà. défendre les punaises de lit. Non, il veut défendre les punaises de lit. Non, Trump, vous avez vu, Trump, il paraît que Ah, mais il a vraiment, l'article de ça la mort, commence ça. à bruisser de rumeurs autour de Trump, de la tâche, de la main. Si ça se trouve, il a une perfusion dans la main. Je sais pas. C'est quoi votre analyse, Pierre? On sait Sur qu'il est pas en bonne santé, Donald Trump? Bah, je pense qu'il n'est pas tout jeune et qu'il n'a pas une vie. Il y a les 40 cancers de Poutine aussi. Enfin, Oui, non, puis il est pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas tout jeune et qu'il n'a pas une vie. 78 ans. C'est pas une vie très économique pour quelqu'un de 78 ans. Donc, effectivement, j'imagine coca. que chaque mois qui passe doit compter triple pour lui. Maintenant, c'est les rumeurs sur les états de santé des présidents de la République, c'est un refrain qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà. En tout cas, sur Biden, les rumeurs étaient vraies. moins de bruit. Voilà, ça, et on s'est fait il a- aussi il avait- traiter il avait- de tous les noms. Il avait du, à la il avait con, du il y mal avait à le cacher sur la fin. hein. Il y avait des problèmes avec Oui. Biden. Peut-être lui la tâche. Ouais, c'était- Oui, mais aux l'a États-Unis, vu. la propagande était telle que, par exemple, vous vous rappelez les images en Vous êtes américaine, Normandie. d'ailleurs. Moi, je suis moitié américaine, moitié française. Les images en Normandie, quand ils voulaient s'asseoir sur une chaise invisible, qu'on a vu en direct, nous, à la télévision, pendant les événements, les commémorations. Mes amis aux États-Unis, on leur a dit que c'était pas vrai, que c'était de l'intelligence artificielle, que c'était des montages. Donc, en fait, c'est pour ça que le débat dont tu parles est très important, parce qu'il va falloir pouvoir discerner les vraies images des fausses images, parce que, et c'est comme la claque de Brigitte, et la première réaction de l'Élysée était de dire que c'était de l'intelligence artificielle. Donc il y a des vraies images qui sont traitées d'intelligence artificielle, et il y a des images d'intelligence artificielle qui se font passer pour des vraies images. Donc on est dans une vraie problématique. Mais après, sur Macron, le vrai problème, c'est un problème d'hubris. Je pense qu'on fait beaucoup d'analyses sur des problèmes qui sont des domaines, je sais pas pour faire de la diffamation, mais qui sont des domaines du psychisme, quoi. C'est un enfant gâté, c'est un monsieur qui n'aurait jamais dû être président de la République. Et d'ailleurs, je revoyais récemment une interview de, et Dieu sait que c'est peut-être la première fois de ma vie que j'ai été d'accord avec elle, Ramayad, une interview de 2011 où elle disait qu'il faudrait peut-être rendre obligatoire, donc c'était hors contexte macronien, des tests tout simplement d'aptitude psychique pour l'exercice de mandats importants. Et voilà, on a vu, il a fait le truc des cartes Yu-Gi-Oh! Ouais. Il n'a pas le temps de recevoir la mère de Boilem Sansal, il a le temps de faire un truc sur les cartes Yu-Gi-Oh! Et c'est un enfant. Je suis d'accord. C'est un enfant. Je suis d'accord. Et il veut rester au pouvoir parce qu'il veut rester au pouvoir. C'est tout.
Et que, Non, c'est pour ça qu'il est dangereux. Je crois qu'il a une mission. Je crois qu'il a une Exactement. mission. Mais s'imagine. Pour lui, tout se passe comme prévu. Tous les échelons de la société sont en train d'être détricotés, que ce soit les services publics, les grands fleurons, tout. Et on va arriver à un stade où on va être soit mis sous tutelle, soit pas loin, et on ne pourra plus refuser ce que tu disais tout à l'heure, une Europe fédérale dans laquelle on va se noyer, devenir une petite région. Ils ont fait un conseil des ministres jumelé avec des ministres allemands. Excusez-moi, mais est-ce que je suis la seule à être choquée de ça? C'est extrêmement choquant. Oui, enfin, la finalité de tout ça, c'est que peut-être qu'à l'arrivée, on va se retrouver avec le Rassemblement national au pouvoir. Oh là, et ça veut dire quoi, ça? Et ça, je pense... Pourquoi ça vous fait peur, ça? C'est-à-dire que Moi, tous les ça gens, me fait pas peur. Ah oui, mais ça a l'air d'être... Moi, ça me fait pas peur, mais ça fait peur à beaucoup de gens quand même. Hein. Oh, de moins en moins. Oui, de moins en moins, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux. qu'ils arrivent au pouvoir. S'ils arrivent au pouvoir, c'est par définition que ça fait peur de moins en moins de gens. Mais si la finalité de toutes les conneries qu'a fait Macron depuis maintenant 8 ans, c'est de mettre Jordan Bardella à l'Élysée, pas certain que ce soit un triomphe pour lui. Vous n'aimez pas Jordan Bardella, vous? Si, je trouve qu'il est plutôt bon orateur. Je suis sûr que ça le dérangerait. Je trouve qu'il a du charme, mais tu peux pas filer une le raison pays. qui est simple. Je pense que ça le dérangerait pas, moi. Tu peux pas filer le pays à un mec de 28 ans, quoi. Enfin, de 29 depuis le temps. C'est vrai que qu'il c'est en a peut-être dans 3 28. semaines le nouveau Premier ministre, quand même. Je sais. Moi, je pense que ça lui fait pas peur à Macron de mettre le RN Premier ministre. Quand il a fait sa dissolution la dernière fois, il s'attendait à quoi? À une victoire du PS ou de LREM? Enfin, je veux dire, je la pense victoire que du PS qui l'a surpris, mais il s'attendait bien à ce que le RN gagne. Je pense que dans son esprit malade, il pensait que il allait en dissolvant. Oui. Ouais, vas-y, on va prendre dissolvant. En dissolvant l'Assemblée, il allait renverser l'opinion publique et retrouver une majorité. Je pense, que dans son cerveau malade, effectivement, que c'est ça. Mais je pense effectivement que la personnalité de Macron sera étudiée de longues années après son départ de l'Élysée. Oui. Grégory Moreau, alors... Vous êtes silencieux, mais... Porter un tout petit Allez-y. regard animaliste pour... Et enfin, il faut admettre, je vous donne des faits sans prendre parti, mais c'est vrai que sous Macron, il y a quand même une bonne dizaine d'avancées pour la cause animale. On peut citer par exemple la fin des élevages en fourrure, la fin de la vente de chiens en animalerie, l'interdiction des cétacés dans les delphinariums. Donc il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu aussi, Qu'est-ce c'est qu'on vrai, en fait, les des lois... cétacés, parce que visiblement, le machin de Ferrantibes, le truc de... Il est fermé, mais les cétacés, ils sont toujours dedans. il y a une phase de transition, bien sûr, qui est délicate, Ah oui, mais à enfin, terme, elle est c'est longue, une la bonne phase chose de transition. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins 1 an que c'est fermé. Et ils crèvent, ils n'ont plus rien, personne ne s'occupe d'eux. Je suis pas certain, encore une fois, je suis pas certain que le remède soit pas pire que le mal, moi. Mais C'est une transition, mais vous avez raison, c'est un sujet. Est-ce que je peux poser une question à Monsieur Moreau? Vous regardez l'actualité uniquement du point de vue animaliste. Ça ne vous dérange pas le bilan désastreux d'Emmanuel Macron pour les gens? C'est une très bonne question. Moi, je suis ici, ce soir, je représente le Parti animaliste, qui est un parti transpartisan. Après, ça n'empêche... Apparemment pas. Quoi Apparemment pas si Pourquoi si? transpartisan. Si, puisqu'on est ouvert à discuter avec tous les partis, avec tous les bords. Vous venez de mettre en valeur les actions de Macron, là. Oui, mais c'est un fait. À titre C'est un d'info, fait. enfin, moi, C'est un fait. vraiment, À part ça, qu'est-ce je les qu'il a ai fait de bien découvertes avec ce que vous venez de me dire. Je veux dire, ou alors c'est que tout le monde s'en fout, ou alors que ça n'a pas été... La cause animale, malheureusement, oui, n'est pas une cause très suivie, donc les gens ont raté cette information. Mais c'est vrai qu'il y a eu des vraies avancées. Mais est-ce que voilà, non, mais ça c'est intéressant. Ce que dit Charbel, attends, s'il vous plaît, Greg. Charbel. C'est une espèce, Il y a 12 les millions gens. de pauvres en France. c'est pas une raison pour laisser tomber les animaux. Hein. Non, c'est pas une raison, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Exactement, je pense que... C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais attendez, je peux juste, si je peux me permettre juste une petite Je vous en seconde. prie. Il y a 12 millions de pauvres en France. Vous avez de plus en plus de gens qui sont à l'aide alimentaire. On dézingue les retraites. J'ai rien contre les animaux. Moi-même, j'adore les animaux, c'est pas la question. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un est capable de me citer une seule mesure du quinquennat, et on est à 3/4 là, de Macron, qui a
qui a amélioré la qualité de vie des gens de ce pays. Une seule. Hormis la taxe foncière, parce que ça a été la taxe d'habitation. Ça a été, je travaille dans l'immobilier, je peux vous dire que ça a été une vaste connerie parce qu'on a enlevé la taxe d'habitation et on a doublé la taxe foncière. Il a augmenté Donc juste une les mesure. remboursements pour les lunettes. Quand je pose cette question-là, On avait personne checké n'est avec capable de Canal, c'est le répondre. seul truc bien. Ça veut dire qu'on Alors moi, je vais vit dans répondre un à- sketch. Je vais répondre à la question que vous avez posée sur la hiérarchie des priorités, on pourrait dire. Ouais. Une question qui revient souvent et qui est tout à fait légitime. En fait, c'est une question, je dirais, quasiment philosophique. Je suis sur un bateau, il y a un petit chaton, un bébé qui se sauve. Ça n'arrive jamais. C'est très intéressant, mais c'est de la philosophie. Je fais pas de philo, Si je on veut fais être du pragmatique, C'est pragmatique. moi, je vais au supermarché m'acheter mon steak végétarien parce que je suis vegan. C'est pas vrai. Ça m'empêche pas. C'est pas vrai. Ça m'empêche pas à côté. Je suis enseignant et j'ai développé un enseignement en ligne avec des partenaires au Cameroun. Donc dans un esprit solidaire. Donc je veux dire, Eux sont pas végétariens. L'un n'empêche pas l'autre. Mais moi, j'ai une Et je veux question. dire, je termine très rapidement. Moi, je vais poser une question. Et le plus souvent, les gens qui sont engagés dans la cause animale sont aussi des gens qui sont engagés pour des causes solidaires. Et il y a une très belle citation de Lamartine à ce sujet qui dit on n'a pas un cœur pour les animaux, un cœur pour les humains. On a du cœur ou on n'en a pas. Bon, bah, ça tombe bien. On va laisser. Alors. On va laisser Lamartine de côté un instant. Moi, je vais poser une question toute simple, mais vraiment, alors là, elle est vraiment aucune arrière-pensée. Vous dites que vous ne faites pas de politique, que c'est la cause des animaux. Est-ce que vous condamnez l'abattage rituel? L'abattage rituel, Ça, c'est... bien sûr. Ah. Bien sûr, Ça fait une différence avec le cocker de LFI, là, je me rappelle. Manon Aubry. Ah oui. Ah, elle est magique, elle. Ils sont perdus dans le truc. Elle- Mais il y a un truc... C'est un purin insensé de conneries, cette pauvre femme. Je voudrais que... Pourquoi vous la trouvez si bête? Quand on lui a posé la question auquel le monsieur vient de répondre avec franchise et clarté, elle est là. Donc vous êtes contre l'abattage rituel? C'est-à-dire qu'en clair, pour la bouffe cachère, ouais, c'est caca. Par contre, pour la bouffe halal, vous comprenez, c'est mon électorat, c'est eux qui me font réélire, c'est eux qui me filent à bouffer, je peux pas... Bon, le procédé. Non, mais est-ce que vous pouvez condamner aussi fermement que ce que vient de Moi, dire je prends un regard purement, encore une fois, animaliste pour vous répondre. Pour l'animal, Non, je suis d'accord avec vous, non, mais vous je sais, n'allez pas me répondre. Vous me posez la question, mais je ne suis pas contre vous, pas du tout. Du point de vue d'un animal, en fait, cachère, halal, ça ne fait pas une grosse différence, c'est la même horreur. C'est-à-dire, je vous invite à voir les images. La vache, elle rentre dans une espèce de machine du futur. La machine tourne lentement sur elle-même. La vache se retrouve à l'envers. On lui égorge, je suis ému rien d'en parler, on l'égorge en fait, et elle se voit mourir parce qu'elle se vide de son sang. Voilà, donc pour l'animal, tous ces débats sur le cachère halal, ça fait pas une grosse différence. À la fin, c'est une souffrance. Mais Brigitte Bardot avait fait passer la loi il fallait l'étourdissement avant. Est-ce que c'est appliqué ou pas? Vous reprochez qu'on ne parle pas assez de vous, pardon, mais pourquoi vous ne mettez pas ça en fer de lance de votre campagne, par exemple pour les législatives? Pourquoi ça ne devrait pas être le combat premier d'être contre l'abattage rituel, quoi? Alors, c'est-à-dire que nous, on est déjà en avance par rapport à ça. Je ne sais pas, on a l'impression que vous êtes mal à l'aise, votre parti. C'est pas ça, c'est que nous, on est déjà en avance par rapport à ça. Nous, au Parti animaliste, on est quasiment tous Mais véganes. pourquoi vous ne dites pas, là, comme le dit Pierre à On est tous l'instant, véganes, pourquoi vous ne donc, dites pas on est clairement loin de ces sujets. Je viens de le dire. Ouais, mais Par contre, dans notre programme, officiellement, quand on fait de la politique, donc on ménager les susceptibilité de votre électorat, ce que vient de dire Pierre Ménès. C'est pas ça, c'est qu'on est conscient que toute transition sociétale, elle se fait lentement, progressivement. Et donc, dans le programme, en fait, on a une mesure pour diminuer... La vache, j'allais dire ça à la vache. Pour elle va être diminuer contente. la consommation de viande. Voilà, on n'est pas abolitionniste, mais c'est pour des raisons politiques, essentiellement. Voilà. Il a bien dit quelque chose. Il a dit sous Macron. Ça satisfait pas beaucoup Il y a Pierre eu. Ménès, hein. Il n'a pas dit grâce à Macron. Il y a eu. Il y a dit sous Macron. Il y a eu. La cause animale, ça fait partie de ces causes. La prise de risque pour Macron, d'ailleurs, quelle est l'implication personnelle d'Emmanuel Macron dans ces choses qui se sont passées? C'est la résultante de combats militants comme le vôtre qui font que... je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait dit maintenant les cétacés, c'est fini. C'est une personne au 12e, 13e, 14e échelon qui, sensibilisée par un discours qu'elle a vu sur les réseaux sociaux, une manif, un truc, a pris cette décision. Mais effectivement, quand il dit c'est sous Macron, il ne faut pas comprendre, c'est grâce à Macron. C'est sous la période historique qu'on appellera les 2 quinquennats de Macron. Mais Voilà, on a parlé de Macron. n'a pas à être au crédit de quoi que ce soit, je pense. Ce qui est intéressant dans ton débat, c'est qu'au début, son débat, il était sur Béraud. Et là, ça fait 20 minutes... Mais on parle toujours des cétacés. Ça fait 20 minutes... On va y revenir. Ça fait 20 minutes qu'on parle de Macron. Mais
C'est tout à fait normal parce que Tu te rends compte, on ne peut pas parler de Bayrou. Bayrou, c'est rien. Mais oui, on ne peut pas en parler. Enfin, là, on parlait de Bayrou, mais il y avait surtout le 10 septembre. Là, le 10 septembre, il y a 63% des Français qui soutiennent ce mouvement du 10 septembre. Qu'est-ce que vous en attendez de ce mouvement du 10 septembre? Est-ce que vous pensez que ça va être un nouvel épisode des Gilets jaunes, semblable à ça? J'ai peur, c'est un bien grand mot. Je pense que si le 8, le gouvernement Bayrou saute, ça va quand même un peu couper l'herbe sous le pied du mouvement du 10. Oui. Parce que qu'est-ce qu'il va y avoir? Tu vas dire, ouais, on va gueuler contre le gouvernement. Mais t'es gentil, il n'y en a pas de gouvernement. Donc j'ai peur que la démission de Bayrou coupe l'herbe sous le pied de ce mouvement du 10 qui, faut être tout à fait clair, ne me touchera pas beaucoup à la boule. Hein. Oui, c'est vrai qu'à la Baule, c'est plutôt... À la Baule, on est plutôt peinard avec ce genre de choses, et bien d'autres encore. Oui, malheureusement, c'est pour ça qu'elle est faite. Ou alors, il aura la folie, l'énième provocation, de nommer le nouveau Premier ministre entre le 8 et le 10. Tu penses qu'il fait ça pour être débarqué le 8, pour couper l'arbre sur le pied du 10, toi? Ouais. Ah ouais, tu vas loin quand même, hein. Ah ouais, t'es tordu, toi. Bah non. Je t'aime bien, mais t'es tordu. Quoi l'intérêt? Bah non, mais Plus vicieux que ça, je pense. Moi, Charbel? Moi, je pense que c'est beaucoup plus vicieux que ça, parce que... Moi, je pense qu'il le fait sciemment. Il n'a plus envie de continuer. Ça y est, c'est fini. C'est finex, comme on dit à l'armée, fin d'exercice. Et le 10 septembre, de toute façon, c'est pas une histoire que contre Bayrou lui-même ou le gouvernement Bayrou, mais c'est un ras-le-bol général. C'est ça. On est contre Macron, pas contre Bayrou. Quel que soit le mec qui arrivera après Bayrou, ça changera rien. Celui à qui il faut s'en prendre, c'est le chef d'orchestre. C'est le chef qu'il faut virer. C'est ce monsieur qui... D'ailleurs, on a lancé une pétition. C'est pas nous qui l'avons lancée. C'est pas nous qui l'avons lancée. C'était une pétition qui avait été lancée par un Français sur le site de l'Assemblée nationale. Au départ, elle vivotait. Depuis la semaine dernière, on a un pas arrêté. Vous êtes pour le destituer? Ah bah complètement. Ouais, mais bon, il y a des règles à respecter. Mais les députés pourraient lancer mais c'est ça. Il est 3/5 du Parlement. Mais c'est un vaste... C'est pas délirant ce que je dis. Moi, je suis. Mais il faut que les députés fassent leur job. Vous avez vu ce que Copé a quand même dit? Il a dit si jamais là, ça se passe pas, il pense que le peuple peut aller même jusqu'à l'Élysée le foutre dehors. Quoi. Enfin, c'est incroyable. Quoi. vrai. Copé a dit patriote. Je vais retrouver envoyer un gilet jaune dédicacé. Copé, il est avocat d'une entreprise allemande contre un village français. Donc, le niveau de patriotisme de Jean-François Copé, maintenant... Allez, il y a les petits dessins d'Ignace qui, évidemment, nous gratifient de ces caricatures à chaque fois. Évolution de la gauche morale, on est passé de « touche pas à mon pote » à « touche pas à MeToo ». Bravo Ignace, on peut t'applaudir. 8 septembre, Bayrou, le punk de la politique, No Future, avec évidemment un beau visage de François Bayrou. Boomer Bayrou, non dynamiteur. On applaudit bien fort. Et enfin, la dernière, Macron, l'homme qui valait 1000 milliards de dettes. Oui, parce qu'on oublie de dire ça. Mais la dette, elle a explosé, quoi. C'est incroyable, quoi. On a l'impression vraiment que ces gens sont complètement hors sol. Combien on a envoyé de milliards à l'Ukraine depuis le début? Ah, ça, j'avoue que ça frôle combien, ça? On va demander à ChatGPT pendant qu'on vous parle. Comme ça, je crois. Hein? C'est colossal. Combien? Une vingtaine de milliards, la France, je crois, on n'est pas loin de ça. Non, mais Alors, il y a tout ce qu'on sait, ce qu'on sait pas. Hein. Et ça sert à quoi? À rien. À quoi ça sert? Bah si, à faire fonctionner À le montrer complexe qu'on est militaro-industriel, à ruiner le pays, à ce que ça soit revendu sur des sites... L'autre jour, j'ai vu Sarah Nafo, Quand tu dis nous, c'est la France. Hein. que je trouve tout à fait charmante, mais qui n'est pas du tout dans mes opinions politiques, même si j'ai d'excellents rapports avec elle. Elle a détaillé 56 milliards d'économies. Je trouve pas grand-chose à retirer là-dedans, moi. Mais c'est vrai que, pardon, Pierre Ménez, voilà, c'est vous qui me tendez la perche. On a du mal quand même à vous... Je sais, ça me fait... Arrêtez de me toucher la jambe, sinon... Ah oui, merde. Non, mais... bon, toi, j'ai droit. Béatrice, j'ai pas droit. Toi, j'ai droit. C'est vrai que non, mais c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Vous auriez fait ça, Béatrice Rosen. 7 milliards 5. Hein? 7 milliards 5. 7 milliards 5 pour l'Ukraine. C'est les chiffres officiels. Non, mais pardon, c'est vrai que... Sans les carambars. Attendez, et loin de moi l'envie de défendre ou Bardella ou Zemmour, mais vous y êtes allé quand même un peu dans ce milieu du foot, qui est en plus un milieu à la fois très grande gueule, mais bon, très quand même vivre ensemble. Pas grande gueule. Pas du tout. Pas grande gueule du tout. Non? Non, du tout. Nul du foot de gauche? Non. Tu as cru? Mais si, des footballeurs de gauche, il y en a. Hein. Ah oui, On a l'impression, voilà, qu'il y a ce côté... Mbappé, ils ont tous pris position contre le Rassemblement national au législatif pendant l'Euro. Ça doit leur Est-ce que été c'est de gauche ou est-ce que suffisamment
suffisamment reproché. Il y en a des footballeurs qui votent RN. Mbappé, il vient de Bondy. Et au début, Mbappé, il n'était pas d'une famille extrêmement riche. Tu sais, les opinions politiques, elles se forgent à ton enfance. Donc, oui, même si aujourd'hui, il est milliardaire à en crever, je pense qu'au fond de lui, il est plutôt de gauche. Non, mais les déclarations dont on avait parlé en introduction, vous avez été quand même assez fort. D'abord, et d'une, vous les avez jamais regrettées? Quelle déclaration? Quand vous aviez parlé justement un petit peu des joueurs de foot, je me souviens plus exactement des termes, mais ce qu'on vous a beaucoup reproché d'avoir ouvert votre gueule. Sur les Blancs? Sur les Blancs, oui. Sur les Blancs, oui. Rappelez-nous ce que vous aviez dit exactement comme ça. On était dans un débat à CNews et j'ai juste pris de façon très candide l'exemple de mon fils, que évidemment dans mon imaginaire de père, j'avais eu envie de mettre au foot, alors que très franchement, il n'avait aucune aptitude pour ça. Si tu nous regardes, comment il s'appelle? Axel. Axel, si tu nous regardes. Et même, faut dire les choses comme elles sont, profondément nul. Voilà. Et après, il s'est mis au basket, il était beaucoup plus doué. Et donc, je l'ai mis au club de Torcy, qui est un club très connu de l'Île-de-France, qui a formé des joueurs pros, comme Mourad Meigni, par exemple. Et au bout de 3 entraînements, je n'allais même pas aux entraînements. Je n'étais pas non plus le père transi. D'abord, j'étais sans illusion. Et puis, je n'étais pas là à regarder mon fils. Et au bout de 3 entraînements, mon fils dit j'y vais plus. Il avait 11 ans. Hein. Je dis mais pourquoi tu n'y vas plus? Il me dit écoute, ils me disent pas bonjour. Ils me passent pas la balle. Ils m'engueulent quand j'ai le ballon. Et ils prennent pas la douche avec moi. Je me casse. Et évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité. Dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Mais c'est la réalité du football. C'est la réalité du football, j'allais dire en Île-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain, il est ou gardien de but ou arrière droit. Et regardez l'équipe de France. L'équipe de France, aujourd'hui, il y a 11 noirs. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Moi, de mon statut de spécialiste du foot, moi, il n'y a qu'un truc qui m'intéresse, c'est que ce soit les meilleurs qui jouent. Mais aujourd'hui, si tu veux faire la meilleure équipe de France possible, il est beaucoup plus facile de la faire avec... Parce qu'il n'y a peut-être pas de blancs qui soient... Mais bien sûr qu'il n'y a pas de blancs. Bien sûr qu'il n'y a pas de blancs qui sont au niveau. Il y a Rabiot mais bon, Rabiot, il est sur 30 ans. Vous avez fait un carton d'ailleurs sur... Rabiot, j'ai fait mon record, oui. Sur l'affaire Rabiot à Marseille, j'ai fait 230 000 vues. Mais c'était peut-être de la merde pour toi. Vous ne pensez pas que vous avez payé, justement, peut-être ces prises de position aussi tout à l'heure, quand on essayait de trouver des raisons? C'est possible. J'étais blanc, hétérosexuel, de plus de 50 ans. Plutôt estampillé de droite, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, mes opinions politiques sont franchement plus centristes, malheureusement incarnées par Bayrou, ça, croyez bien que je le regrette. Mais oui, effectivement, je pense que j'ai aussi payé ça, oui. C'est vrai que les footballeurs, on les entend plus quand il s'agit de manifester leur soutien suite à la mort du petit Naël, mais quand il s'agit d'autres gamins... Ça lui a fait beaucoup de mal à Mbappé pour sa réputation en France. Là, le petit ange parti trop tôt, il y a beaucoup... Parce qu'il ne faut pas oublier que le Rassemblement national a fait 11 millions aux dernières législatives, et que sur ces 11 millions-là, je pense qu'il y a quand même forcément minimum la moitié qui kiffe le foot. Et là, tout cela, Mbappé, ils l'ont là, hein. En plus, il a quand même mauvais goût. Il est moitié camerounais, moitié algérien. C'est compliqué pour un mec du Rassemblement national. Ça gratte un peu, quoi. Ah oui, c'était par rapport à ça. Ok. Ah oui, moi, ça me gêne absolument pas, moi. Allez, on enchaîne avec le dernier débat de la soirée. Justement, on va parler de ces médias alternatifs qui commencent à damer le pion un petit peu. En tout cas, ils n'ont pas besoin de damer le pion. Les médias mainstream coulent d'eux-mêmes. À tout de suite dans Bistro Liberté. Face aux médias alternatifs, les médias mainstream sont-ils devenus des morts vivants? Le dernier débat qui promet d'être encore animé. Merci encore une fois d'être avec nous pour cette première de cette nouvelle saison donc, de Bistro Liberté, avec toujours Béatrice Rosen, Charbel, Grégory Moreau et bien sûr en invité d'honneur principal, Pierre Ménès. Alors, face aux médias alternatifs et le public, bien sûr qu'on peut applaudir, toujours plus nombreux, à jouer qui sont déchaînés.
Ça vous touche d'être quand même resté toujours aussi populaire quand même, Pierre Ménès, même si vous n'êtes plus à l'antenne, vous savez, dès qu'on vous a annoncé qu'on vous recevait, tout le monde a voulu s'inscrire pour participer à l'émission. Moi, au niveau émotion, je suis une merde. Donc, tout m'émeut. Donc, effectivement... je croyais que vous disiez comme Bayrou. Non, je ne pense pas à lui à H24 non plus. Mais c'est vrai que oui, ça me fait plaisir d'être invité, ça me fait plaisir qu'on me donne la parole. Je pense que tu vas en payer les conséquences sur quelques messages qui vont dire, voilà, on donne la parole à un violeur, à un prédateur sexuel, à un condamné, enfin bon, mais voilà. C'est triste à dire, mais je m'y suis habitué. En tout cas, il y en a, ce que je disais, qui vous ont quand même pas lâché. Dans le domaine des médias, puis ça va être le sujet de ce débat, quelqu'un comme Pascal Praud, par exemple, on avait parlé un petit peu en antenne. Non, toujours très présent, Pascal. Ah, bah voilà, c'est ça. Pascal, on a une histoire un peu pas banale. Un ancien journaliste sportif, en fait. Oui, c'est un petit peu indirectement grâce à moi qu'il a retrouvé du travail après son échec au FC Nantes. Parce que moi, à l'époque, je co-animais avec Christian Olivier le multiplex du samedi soir sur RTL et Canal, qui sont des intégristes de l'exclu, ont voulu m'avoir KE. Donc, ils ont récupéré mon blog que j'avais chez Yahoo et ils m'ont interdit, du coup, d'aller sur RTL. Et pour me remplacer, Christian Olivier a fait appel à Pascal Praud. Donc c'est mon départ qui a remis le pied à l'étrier à Pascal. Et bon, Pascal partage la passion de la boule avec moi et on se croise tous les étés. Et c'est quelqu'un qui a toujours pris de mes nouvelles, qui m'a toujours soutenu. Et ils sont quand même pas si nombreux, encore plus dans le groupe Canal. Donc je lui en suis éternellement reconnaissant, oui. Eh ben, c'est noté. Puis il y a Martial Bild aussi à la boule, comme quoi c'est très bien fréquenté. Hein. Qui ? Martial Bild, le créateur de Bistro Liberté, à qui on peut d'ailleurs rendre hommage. Alors, les médias mainstream face au naufrage de l'audience, que je disais tout à l'heure en aperçu, face aux médias alternatifs, les médias mainstream sont-ils devenus morts-vivants ? Est-ce qu'on assiste à vraiment ce qu'on peut appeler un naufrage total des médias mainstream ? Alors je me tourne vers vous, vers toi, Greg Tabibian, parce que t'en parles régulièrement sur ta chaîne, je suis pas content. C'est vrai que c'est incroyable, quoi. Les audiences, on parlait aussi à Béatrice Rosen. Je dis que j'avais fait ce tweet, même hier, j'ai eu les audiences des 2 premiers jours des Access Prime Time. Voilà, dans un mouchoir de poche, en gros, il y a 10 millions de personnes qui en Access Prime Time sont devant la télé. Tous les fameux talk shows sont dans leur pic d'audience à 1,7 million ou Cyril Hanouna ou Yann Barthès. Je redis une nouvelle fois, on a plus de 68 millions d'habitants en France. Ça dit quoi ? Ça dit qu'ils payent Alors déjà, il faut peut-être relativiser. Ah oui, mais j'oublie, il y a eu Novo 19 aussi qui s'est lancé lundi dernier, il y a T18. Catastrophe. Je pense qu'ils payent Alors attention, les médias mainstream, on parle de médias d'information. Ils payent les conséquences d'années à dire des conneries et à avoir, pour beaucoup d'entre eux, une absence totale d'autocritique. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'on peut quand même dire aujourd'hui, alors juste si on prend le quinquennat, les 7 ans de Macron, là, sur à peu près tous les gros enjeux de société, c'est-à-dire, on va dire, le Covid, les gilets jaunes, la guerre en Ukraine, on peut même étendre à ce qui se disait avant sur le Moyen-Orient, on l'a vu récemment sur la Syrie, etc. Ils ont, à chaque fois, dit beaucoup de bêtises. Et avec une absence d'autocritique générale, doublée d'une capacité à juger les autres qu'il faut payer à un moment. Vous ne pouvez pas raconter autant de bêtises et pas en payer l'addition. On voit, puis on ne parlera pas de la presse papier, où des fois on voit des publications de l'AFP avec une faute d'orthographe, puis on le retrouve dans 3 ou 4 médias avec la faute dedans, parce qu'ils n'ont pas corrigé la faute. C'est le stagiaire du synthé de BFM aussi. Mais il va de média en média, donc oui, c'est ça, c'est le fameux stagiaire de BFM qui met n'importe quoi dans les bandeaux et qu'on attend toujours de retrouver, ce monsieur, parce qu'il faut vraiment lui mettre une légion d'honneur ou un truc. Béatrice. C'est pas tellement... oui, ils disent des bêtises. Plus, Béatrice, toi, je tiens à te saluer parce que tu es celle qui a accepté, et c'est assez rare, tu fais partie de ces personnalités qui font un peu le pont entre ces 2 médias qui sont les médias mainstream et les médias alternatifs.
moi, mon petit niveau. Oui, Pierre on me l'a aussi, reproché. On m'a reproché, par On t'a exemple, déjà reproché d'aller- d'être venu ici? Non, d'être venu ici. ça va C'est vrai venir. qu'on me l'a Ça va jamais venir. reproché. Peut-être que ce soir, on va me le Voilà, reprocher. pour l'instant. Mais en tout cas, on m'a plus reproché d'aller dans l'émission de Cyril Hanouna que d'aller sur les médias indépendants. Alors que pour moi, défendre une position et représenter une voix qui est sous-représentée à la télévision, je trouve que c'est important. Pourquoi s'auto-censurer? Pourquoi s'auto-invisibiliser? Je comprends pas cette ligne de pensée. Donc moi, je parle avec tout le monde. Je suis ravie que monsieur Grégory Moreau, a priori, je suis pas forcément une grande défenseuse des rats, mais vous savez, je suis Grégory- ravie de pouvoir être là. Mais je vais juste dire quelque chose pour répondre à Greg. C'est pas tellement qu'ils disent des bêtises. Oui, ils en disent. Mais ce qu'on leur reproche, en fait, je pense, c'est d'être un organe de porte-parole, en fait, du gouvernement. Et ce n'est plus un contre-pouvoir. À la base, la presse et les médias, ça devrait être là où on fait du véritable fact-checking sur ce que dit le pouvoir, voilà, et prendre la position du peuple et la température. Les Ils ne vigies de font- la République, c'était l'expression révolutionnaire. Je ne suis pas certain que CNews soit très pro-Macron, moi, mais... Non, mais maintenant, oui, mais- preuve en est, c'est ceux qui ont les meilleures audiences. Ouais. Mais tu vois, Béatrice faisait référence à Cyril Hanouna, et je pense qu'il faut s'arrêter 2 secondes sur le cas de Cyril, parce que hier, il a quand même fait un fuck mémorable à l'Arcom. C'est-à-dire, vous m'avez viré, vous avez mis 400 personnes au chômage, vous avez tué une chaîne, alors que William Lémergie, Philippe Labro, paix à son âme, le mec des bagnoles, les 2 nanas des animaux, Ah bah. il n'y a que la vérité qui compte. Allez, vous tous vous faire enculer. Et ils ont tué cette chaîne pour tuer Hanouna. Et 5 mois après, Hanouna Ouais, ça. revient avec un copier-coller absolu de « touche pas à mon poste ». Et CNews est première chaîne info de France. Et c'est news. Donc, c'est un désaveu total pour vrai. l'Arcom. Mais faut pas s'étonner que les chaînes télé aient des problèmes si l'Arcom ne trouve rien de mieux que de supprimer la chaîne qui était numéro 1 de la TNT. On aime ou on n'aime pas Cyril. Moi, humainement, je trouve que c'est un mec bien, qui a du cœur et qui est loin de l'image qu'il donne à l'antenne, qui parfois... Avec toi, il a été. Formidable. Ah oui. Formidable. J'oublierai pas non plus. Mais Hanouna, il est, qu'on le veuille ou pas, il est populaire. Et si tu dis aux gens, il y a un truc Comme qui toi. trompe, il y a un truc, ouais, il y a un truc, ouais. Bah, 2,5 millions de followers sur X. Hein, quand Il y a même. un truc qui trompe pas. En passant. C'est que quand il a arrêté, ni l'émission de Barthès, vous savez, moi aussi je parle pour la gauche, et l'émission de Anne-Elisabeth Lemoine, moi aussi je parle à la gauche, on est 2 à parler à la gauche, ils n'ont pas gagné un téléspectateur en moyenne avec le départ d'Hanouna, alors que je me disais, il va peut-être y avoir un petit rien. Et Hanouna, il revient hier, il fait 1,5 million. Alors que, vous savez, les gens sont peut-être pas tous au courant que c'était hier la reprise, et je pense que d'ici une semaine ou 10 jours, Hanouna, il fera 2 millions. Parce que les gens aiment ça. Et si tu commences à attaquer ce que les gens aiment, il ne faut pas s'étonner que les gens se détournent de la télé, puisqu'encore une fois, ni Barthès ni Lemoine n'ont gagné un téléspectateur. Ouais, enfin, il y a avec quand même la un petit Hanouna. bémol qu'il faut noter, c'est qu'il est arrivé sur M6 où on lui a dit, il y avait quand même cette chape de plomb, tu parles plus de politique. Tu crois qu'il Ouais, va enfin, pouvoir... il a quand même Bon, je parlé. me permets de tutoyer maintenant Pierre, Il a mais quand même d'accord, parlé Antoine. des jours fériés hier. Bayrou. Hanouna, je le connais quand même assez bien. Il doit se dire, on va faire doucement au début. Pas qu'il On va va leur faire à l'envers. on va monter à 2 millions. Et après, je suis le boss. À partir de 2 millions, je pense qu'il pourra venir faire caca sur le bureau du patron. Qui diront, ouais, c'est bien, c'est bon, j'en mange encore. Donc, Dans 3 ans, Arcom, M6. l'Arcom... Oh, mais l'Arcom, c'est quoi? L'Arcom, tu veux faire des économies, déjà tu supprimes Mais c'est ça. tu Mais supprimes c'est ces 12 andouilles. types, je crois, c'est ça. Hein. Ils sont élus par qui, eux? Ah bah, par personne, Macron. ils sont Non, nommés, mais c'est alors- des méthodes soviétiques. Non, mais c'est un Non, truc qui mais n'existe c'est ça, pas c'est en la Europe, Pravda, hein. quoi, en fait. C'est la Pravda. Pravda en russe, ça veut dire la vérité. Donc c'est le Et ministère 7 de la vérité. hauts fonctionnaires dont le C'est président 12 est types nommé qui par le sont président. élus par personne et qui expliquent qui dit vrai, qui dit pas vrai. Non, mais surtout qu'ils n'ont pas. Ils n'ont rien dit.
sur l'affaire Portmanov. C'est-à-dire qu'ils ont laissé l'Arcom, la même Arcom, qui pour un micro-logo que personne ne voyait, par exemple, sur un t-shirt, faisait tout un sketch sur les streamers. Ah, c'est un bleu, blanc, rouge. Oui, oui. Patriote quand même. Enfin, tu es patriote. Le streamer qui est mort là, l'Arcom avait eu, il me semble, 80 notifications et ils n'ont rien fait. Et parce qu'ils n'avaient pas assez de pas moyens, politique. c'est ça leur explication. Ils ont eu assez de moyens pour envoyer La 400 ministre a dit personnes on n'a au pas de chômage. bouton rouge. Mais pendant le Covid, ils en avaient plein des boutons rouges. Ce qui est génial. Moi, je sais ce que c'est, j'en ai fait les frais des boutons rouges du Covid. Les chaînes TikTok et compagnie, il a fallu en refaire une tous les mois, quoi. Ils n'avaient pas de bouton rouge. Ce qui est génial, c'est la Il y a ministre. un mec qui est mort, et l'autre, elle vient de te dire qu'on n'a pas de bouton rouge, on ne peut pas fermer des comptes comme ça. Ah bon? C'est Gattaz qui est là et qui te dit non mais attendez, vous croyez que la France c'est un pays comme ça où on peut faire fermer une chaîne? Non, et puis la gestuelle, elle était très... Enfin, c'était gênant, Cette quoi. pauvre femme. Mais est-ce que ça va pas assez vite? Mais j'en conçois, mais arrête. Et puis quand il s'agit de X, Thierry Breton disait là on peut finir fermer X Ouais. en Europe, mais quand il s'agit de Kik, alors là, il est convoqué. Ah, il l'a dit, mais il n'a même pas essayé. Hein. Alors, en tout cas, il avait son rond de serviette tout l'été, Thierry Breton. Je sais pas si ouais. vous... Peut-être une des raisons d'ailleurs. Il essaye de fermer X, on va bien rigoler. C'est incroyable d'ailleurs l'audience que tu as sur X. Il disait 2,5 millions de followers. Mais comment? Oui, ce qui est assez étonnant, c'est que ça fait 4 ans que je suis plus à l'antenne. Je serais un patron de médias, mais je saute sur toi pour ça. Mais saute, mon chéri, saute, ne gêne pas. Mais saute-moi dessus, fais-moi l'amour. Mais oui, bon, de toute façon, j'ai été pendant 11 ans le chroniqueur numéro 1 de l'émission de foot numéro 1. Je parlais de foot, qui est quand même un truc qui passionne une grande partie des Français. Donc c'est normal. Mais ce qui est très étonnant, c'est que, alors que ça fait 4 ans que je n'existe plus médiatiquement, que j'ai gardé... alors j'ai perdu des abonnés, mais tout le monde perd des abonnés sur X, parce que tu as... je sais pas trop ce qui se magouille là-dedans. Ce qui est marrant, c'est que par moment, je ne sais pas si vous avez eu ça sur X, c'était avec Paul Mirabel ces derniers temps. Paul Mirabel, il n'aurait jamais dû dire ça à l'antenne, sa carrière est brisée. Et tous les mecs qui t'envoyaient un tweet de ça, ils avaient tous 152 abonnés. C'est bizarre quand même. Hein. Et puis moi j'ai les comptes anonymes dans le foot. Moi j'ai plutôt tendance à prendre la défense de Mbappé. Ça veut dire quoi, il y a des comptes anonymes dans le foot? C'est-à-dire que j'ai des comptes de soi-disant supporters du PSG qui viennent m'insulter et insulter Kylian. Et tu regardes le nombre, moi je regarde toujours le nombre d'abonnés. Et les mecs, ils ont en général entre 10 et 30 abonnés. Donc arrêtez de me... Et même avec les bots de Macron. Arrêtez. Ouais, non mais... Bayrou avait fait un carton quand même. Il avait fait combien de vues là, sur X, là, tu sais, son intervention là, cet été, tu sais, sur sa chaîne YouTube? Il avait un podcast. Son direct, son podcast. Attends. Il en a fait 12 000, je lui en ai envoyé 8 000. Putain. Parce que j'ai fait un short pour dire c'est une honte, vous êtes des merdes, c'est le Premier ministre, il s'investit pour vous, il y a 300 vues sur la chaîne, c'est une honte. Bon, en tout cas, allez-y tous, mettez-lui des messages d'amour, dites-lui ce que vous en pensez. En tout cas, il y en a quand même un qui a bien réussi son coup. Il est avec nous ce soir. C'est Grégory Moreau, dont personne n'avait entendu parler avant l'été. Grégory Moreau, bravo, respect, hein, parce que vous avez... Ce que disait Pascal Praud, vous avez bien compris comment ça marchait. Je rappelle... Il n'était pas seul, ils étaient deux. Non, oui, c'est vrai qu'il n'y avait Plume, mais qui d'ailleurs est derrière, mais elle va revenir à la fin. Enfin, il ou va revenir, je ne sais pas si... Elle. Ou elle. Ah, pardon, excusez-moi, mademoiselle Plume. Non, je disais... On sait que c'est elle. Bah oui, comment on sait que c'est elle? Regarde. Ah ouais, mais moi j'ai pas de robe. Non, parce que c'est vrai qu'on... Regarde pas. Quel regard j'aimerais le scientifique, parce que ce que je ne vous ai pas dit ce soir, c'est que Grégory Moreau, en plus d'être d'être maire adjoint du 11e arrondissement et du parti animaliste, est professeur, ça il l'a dit tout à l'heure, mais il est professeur, alors là, accrochez-vous bien, hein, Villani n'était pas dispo ce soir, on a Grégory Moreau, mais c'est encore plus level, vous êtes professeur en physique quantique, c'est ça? La physique théorique des particules. Ouais. Ah, j'adore. À l'université. Voilà. Et franchement, non mais, honnêtement, à la fac, ils nous disent pas, il a pété une durite, le prof de physique quantique. On verra à la rentrée, mais... Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que ça me permet d'avoir un regard peut-être un peu plus objectif. Et puis c'est vrai que moi, je découvre un peu ce monde des médias. De toute façon, vous étiez obligé d'être de gauche, vous êtes prof, c'est ça. Hein, c'est ça. Hein, vous la pouvez pas. fac, non. Hein, vous n'auriez pas pu dire, je suis pour le RN en étant prof en fac, quoi. Non. Mais il n'a pas envie. Non, mais je sais Ou à pas. Sciences Po. Ou à Sciences Po, ouais, au hasard.
C'est vrai qu'il y a une couleur assez marquée dans le monde universitaire, c'est assez clair. Pour être pote avec Aymeric Caron, parti animaliste, ça va être compliqué. Est-ce que Aymeric Caron, il parlerait à un pote avec un animaliste du RN, enfin un pro-animal Il faut lui demander, en tout cas. Sauf s'il est juif. En tout cas, on a une cause commune, et c'est vrai que. C'est impossible pour Cameron. Ah oui. Qu'est-ce en que vous privé, fait les Aymeric gens Caron se à parlent. Dun? Alors, Aymeric Caron, j'ai été invité une fois avec lui chez Ardisson. Et il m'avait fait chier parce que j'avais des chaussures en cuir. Ce qui est quand même pas un truc extraordinairement extravagant d'avoir des chaussures en cuir. Et j'avais trouvé ce mec-là désarmant de conneries à l'époque. Et à l'époque, c'était un mec de télé. Hein. Et mais bon, moi, la LFI, j'ai vraiment beaucoup de mal. Hein. Beaucoup de mal. Il parle même plus des animaux, il parle que Il parle que de Gaza. Il y a que. Je sais plus, on est élu du 18e en plus. Et habitant Versailles. Mais il ne parle que de Gaza. Je ne sais pas, moi, si j'étais un élu du 18e, si je voterais pour quelqu'un qui ne me parle jamais de moi, de mes problèmes au quotidien, et qui me parle de gens qui souffrent évidemment, et c'est tout à fait intolérable ce qui se passe là-bas. Mais enfin, c'est quand même à des milliers de kilomètres de Paris. À un moment donné, tu es élu de Paris. Parle de Paris. C'est vrai que c'est fou parce que, en même temps, tout le monde veut donner son avis sur ce qui se passe au Proche-Orient, mais tout le monde n'est pas peut-être légitime pour bien analyser ce qui se passe. Moi, j'ai des opinions très tranchées sur ce qui se passe là-bas, mais je ne m'autorise pas à en parler. Proche-Orient, c'est pas l'Ukraine. Puis surtout, je me dis, mais qu'est-ce que les gens ont à foutre de mon avis sur le conflit israélo-palestinien? Voilà. Et c'est intéressant là de faire ce lien parce que c'est comme avec l'Ukraine. C'est vrai que la raison peut-être pour laquelle les gens en ont marre aussi, c'est on voit le narratif, par exemple, sur toutes les chaînes info françaises, parlant de l'Ukraine un instant, il n'y a jamais, enfin je veux dire, il y a jamais de débat, quoi. Je veux dire, la parole, c'est toujours les pauvres Ukrainiens qui sont quand même un peu conduits comme des porcs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut aussi appeler un chat. Hein. C'est-à-dire qu'avec la Pologne, c'était quand même l'autre pays de l'antisémitisme. Non, mais ça ne justifie pas non plus... On peut quand même avoir une opinion nuancée, c'est-à-dire être tout à fait dans la compassion d'un pays qui est attaqué, etc. Et aussi se dire que c'est peut-être juste pas notre guerre. Ça n'empêche pas qu'on puisse... ça ne veut pas dire les culpabiliser, ça ne veut pas dire être pour l'agresseur. Voilà, c'est séparé. C'est qu'on est dans la merde en France, il n'y a plus d'argent pour les Français, il y a 12 millions de pauvres. Peut-être qu'on ne doit pas envoyer tous nos milliards ailleurs. Je pense que c'est pas... Et puis c'est surtout ce discours. Carbel. On choisit les guerres aussi. On choisit les guerres. Oui. Quand il y a eu... On les attend en Arménie, hein. C'est pas où ils sont. Hein. Bah justement, j'y viens. Je les attends encore. Hein. Quand ça a frappé le Hezbollah au Liban, il n'y avait que Gaza, on parlait que de Gaza. Au hasard, alors Greg, il me parle de l'Arménie. Non, mais D'origine arménienne, vous du Liban, vous êtes d'origine libanaise, Béatrice d'origine américaine. L'Arménie, avec ce qui se passait avec l'Azerbaïdjan, personne, mais tout le monde s'en fout. Mais royalement. Mais il y avait des massacres atroces là-bas. C'est vrai que je suis d'accord avec vous. Au Liban, à Beyrouth, mais il fallait voir ce qui se passait. On allait vers un deuxième Gaza. Et tout le monde n'en avait rien à foutre. Il fallait dézinguer 6 immeubles, comme j'avais dit dans ton émission, résidentiels, à 18h et quelques, où c'était plein d'hommes, de femmes et d'enfants pour dézinguer un mec. Mais ça dérangeait personne. Tout le monde s'en fichait. Hein. Et t'as aujourd'hui LFI qui vient nous expliquer Gaza, Gaza, Gaza en sautant sur leur chaise. Mais les gars, allez faire des manifs devant les ambassades des pays arabes. Ils ne bougent pas le petit doigt, ils sont tous comme des toutous, les dirigeants arabes. C'est eux à qui il faut aller mettre la pression, pas au peuple français. Quand je dis ça, je passe pour un fasciste. Quand je dis ça, je passe pour un fasciste. J'ai un frère qui est converti à l'islam, qui est marié avec une Algérienne. Avant, il était avec une Marocaine. Et j'ai une sœur qui est avec un Congolais, qui est converti à l'islam aussi. Je suis un chrétien maronite. Donc les leçons de diversité, ils repasseront, quoi. Tous les dimanches midi, ça se passe bien. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, c'est l'indignation à géométrie. Et c'est ça qui est le plus crasse. C'est parce que l'indignation à géométrie variable, ça fait des morts. Ça fait des morts. Au lieu d'aller s'attaquer au fond du problème, c'est-à-dire aller devant les ambassades arabes, qui, quand ça a commencé à Gaza, ils se sont réunis avec la Ligue arabe, ils se sont bouchés le nez. À 9, ils ont signé une espèce de communiqué à 2 balles. Et ils se sont tous fait mettre au pas par l'administration américaine. Soit vous vous couchez, vous exécutez ce qu'on vous dit, soit alors on ferme les robinets et chaque dirigeant arabe, vous avez vu les printemps arabes, vous allez les avoir chez vous. C'est ça le truc en fait, c'est pas autre chose.
Donc LFI n'a pas encore compris ça, ou alors ils l'ont compris et ils font mine de ne pas le comprendre. Pourquoi ? Parce que ça marche, ça va pas en direction de leur commerce électoral. Vous comprenez ? C'est beaucoup plus difficile d'aller devant une ambassade arabe pour manifester que de raconter n'importe quoi pour rallier des gens qui, eux, n'ont pas peut-être forcément tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe réellement au Proche-Orient. Voilà ce que je veux dire. On revient quand même au sujet du débat sur la télé, les médias. Pierre, quel regard vous portez quand même aujourd'hui sur la télé d'aujourd'hui, donc, et son évolution depuis que vous en êtes parti ou pas ? Depuis que j'en suis parti, ça n'a pas changé. Tu sais, moi, ma consommation de télé, elle est essentiellement du foot. Hein. Ah, vous n'étiez pas devant Léa Salamé pour son premier 20h lundi dernier ? Non, parce que j'étais déjà à Paris et que j'avais autre chose à foutre. Donc moi, ma consommation télévisuelle, c'est quand même essentiellement du foot, puisqu'il y a 9 matchs de championnat tous les week-ends et que je regarde les 9. Donc, si tu veux, déjà vendredi, samedi, dimanche soir, c'est le job, quoi. Bah oui, parce que quand tu as mon style et que tu allumes les mecs, la moindre des choses, c'est d'avoir vu le match. J'ai toujours trouvé que c'était quand même le moindre des professionnalismes de savoir de quoi tu parlais et que tu dis celui-là, tu vois, dimanche soir, j'ai allumé Balerdi, l'Argentin défenseur central de Marseille, parce que j'ai vu le match. Si tu vois pas le match, ça me paraît très compliqué. Il y en a beaucoup qui le voient pas, en vrai. Parmi les mecs qui mettent des notes, il y en a beaucoup qui le voient et qui comprennent rien. Ok. Et moi, c'est vrai que... Comme ceux qui lisent des livres. Moi, j'ai passé 21 ans à l'équipe. Ouais. Et quand je vois les notes de l'équipe sur des matchs, il y a des moments où j'ai les bras et là, j'ai tout qui tombe par terre, quoi. Je veux dire... Alors, effectivement, je vais pas faire... C'est les jeunes, mais... Tu peux être jeune et être compétent en foot, hein. C'est pas un truc qui te tombe dessus avec l'expérience. Un match de foot, tu peux très bien l'analyser à 20 ans. Et malheureusement, tu as les mecs... en plus, ils ont des barèmes de notes maintenant. Ils sont très généreux, quoi. Non, au contraire. Tu fais une erreur, tu as 2 sur 10. Tu mets un but, tu as minimum 7 sur 10, même si tu n'as rien branlé du match. Ouais. Tu es un peu commode. Ouais. Et quand même, moi j'aimerais qu'on revienne un instant, je vous ai parlé de ça un peu ironiquement, Léa Salamé, mais je ne sais pas si vous avez vu quand même, c'est quand même sur une chaîne de service public, donc qui est un peu financée par notre obol en matière d'impôts. Vous avez vu la campagne de promo là, où elle faisait bonjour, bonsoir madame, enfin, vous en avez pensé quoi, Béatrice Rosen, enfin, moi je ne comprends pas qu'on puisse choisir une présentatrice dont le compagnon est un candidat aux législatives, à la présidentielle, Raphaël Glucksmann, et dont toute la famille... Enfin, il y a quelque chose... Est-ce qu'on imaginerait ça s'il était au RN À sa décharge, elle a dit que si jamais qu'elle se retirerait pour commenter des élections où son mari participerait. Bah, on la prendra au mot, on verra si elle tient sa promesse, mais elle a dit qu'elle se déporterait si jamais... Elle se retire peut-être dans 8 jours. Donc. Est-ce que ça vous choque, ça, Monsieur Moreau ? Moi, par rapport aux médias, en fait, je découvre. Hein, donc, je trouve que c'est assez édifiant, la séquence sur le rat, parce que moi, je me suis dit, bon, bah voilà, j'arrive avec une vision différente sur un sujet, pour le moins surprenante pour beaucoup. Et naïvement, je me dis, bah, on va débattre, je vais pouvoir donner mes arguments. Vous saviez que vous alliez faire un peu de buzz, quand même. Oui, mais je pensais vraiment qu'il y aurait un temps d'échange dans les grands médias. Bah, avec moi, sur X, on l'a eu. J'y viens, je veux dire, je ne sais pas si je peux citer d'autres médias où j'ai été invité. Oui, bien sûr. Par exemple, il y a eu un débat, ici on peut, un quart d'heure peut-être sur CNews, sur ce sujet du rat. Aux Grandes Gueules, ils ont aussi parlé de moi pendant un certain temps. Je ne suis même pas sur le plateau, en fait. Donc en fait, il y a un débat, je ne suis même pas là, quoi. Donc je suis heureux d'être invité dans un média alternatif. Vous vous êtes fait défoncer aujourd'hui oui, sur les deux chaînes, sur les Grandes Gueules. Non, il y avait un respect. C'est pas tant la question du contenu. Sur CNews ou sur les Grandes Gueules ou sur les deux? Vous êtes fait un peu moquer, pardon. Un peu moquer, mais avec quand même un respect humain. Mais c'est vrai qu'il y avait des arguments auxquels j'aurais facilement répondu, et je suis derrière mon écran et je ne peux pas répondre. Donc moi, je pense effectivement, pour élargir un peu le sujet, que c'est effectivement, comme vous disiez à M. Moraillot, ce manque de débat contradictoire sur tous les sujets, en fait, il fait du mal à la démocratie, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat. Il y a eu même ce monsieur, je crois que c'est Charles Consigny, son nom, c'est ça donc il a dit que je devais aller en prison. Donc il n'a même pas débattu avec moi. Mais pourquoi ? Parce que je suis un élu et que je défends des petits animaux, des petits rongeurs, et donc je devrais aller en prison. Mais quel est le motif ? Charles Consigny, quoi. Je sais pas. Et donc voilà, donc ce monsieur n'a même pas débattu avec moi, et déjà il me condamne d'une manière très, très brutale. Donc c'est vraiment inquiétant justement pour la démocratie et le fait de défendre son point de vue, quoi, tout simplement. Pierre, vous en pensez quoi de ça ? Charles Consigny, vous l'avez peut-être côtoyé, non ? Je l'ai vu à la remise de Légion d'honneur de Valérie Pécresse pour la première fois.
Il a été charmant d'ailleurs. Ils me font marrer ces gens-là qui disaient on quitte les médias et puis il y revient. Quoi. Non, il avait dit j'arrête, j'ai un boulot quand même, je suis avocat. Puis finalement, ça n'a pas duré longtemps. Bah Je sais pas si en matière d'avocat. Là, il est chroniqueur le matin. Il remplace Duhamel le soir. Il remplace Duhamel le soir. Il fait quand 3. même régulièrement les grandes gueules. Donc je pense qu'il est très occupé. Hein. Mais effectivement, pourquoi aller en prison? Parce que tu défends les rats. Quoi. On peut ne pas être d'accord, on peut trouver qu'un rat c'est dégueulasse. J'avoue que j'ai pas spécialement d'opinion à ce sujet. Mais... Non, puis t'as des chiens, alors. Qui vous ferait son rat, donc. Oui, 2 sur 3, encore une fois. J'ai trouvé qu'un autre problème de ce traitement médiatique en fait, de ce sujet-là qui me tient à cœur, c'est aussi le contenu des débats. C'est-à-dire que c'est beaucoup sur l'émotionnel, le subjectif. Il y a beaucoup d'exclamations, on s'exclame, il est fou, il est fou. Et on est très peu sur le contenu, sur des arguments un peu... Moi, je suis un scientifique, donc c'est vrai que j'apprécie les arguments un peu structurés. Et là, je remarque, et ça élargit aussi un peu le débat, c'est qu'en fait, pas la télé, ça. On joue toujours sur les émotions et sur les peurs. C'est ça, la télé. Et on n'est pas vraiment dans... La télé, c'est ça, c'est dans les idées. Sur les émotions. On est dans l'idéologie et pas dans l'idée, en fait. Est-ce que vous arrivez à dénoncer ça sur d'autres types de sujets, comme justement sur l'Ukraine, ils ont beaucoup joué sur l'émotionnel, sur tous les autres sujets qu'on a cités. En fait, j'ai juste un peu peur que votre idée d'animalisme, ce soit aussi une façon de toujours faire diversion des vrais problèmes qui touchent les gens. Parce que il y a des sujets quand même beaucoup plus graves et vous vous positionnez pas, habilement, vous retombez sur vos pattes avec votre rat, mais vous ne donnez jamais votre avis. Vous voyez ? En fait, je pense que les animaux, on a l'impression que c'est un monde à part. Non, en fait, non. Attendez, je vais vous répondre, laissez-moi répondre. On en a sur nous des animaux, enfin pas sur moi, mais on en porte, on en a en nous, on en mange, ils sont partout. Il y a des sujets comme l'alimentation, sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps à la mairie. J'ai instauré l'option végétarienne quotidienne dans toutes les écoles du 11e arrondissement. Plume qui... L'option, on est bien d'accord. Approuve. On est bien d'accord. L'option, j'impose rien à personne. Très bien. Et donc l'alimentation est liée à l'environnement, est liée au respect de la vie au sens large. Vous mangez du poisson. La question animale, elle n'est pas indépendante de la question humaine. Voilà, elle est fondamentale, elle est liée à l'écologie. Mais j'ai l'impression que vous l'utilisez pour ne pas répondre aux autres questions. Je vous critique pas moi aussi, ça m'intéresse. Non, mais vous avez raison, c'est parce que là. moi j'ai des avis personnels en politique, mais je suis là aujourd'hui en tant qu'élu du parti animaliste et je défends une cause. C'est pour ça que vous avez l'impression. Donc vous voulez pas vous positionner sur d'autres types de sujets d'actualité. Je suis là en tant qu'animaliste, voilà. C'est bien. Je vais te le dire une troisième fois si tu leur poses la question. C'est bien, regarde certains partis, regarde le nombre de fois où tu as des écolos, on va leur faire parler de sujets. Et il ferait mieux de ne pas en parler, quoi, parce que Sandrine Rousseau qui parle d'économie, c'est catastrophique. Persuadé que tu prends une botte de persil, une botte de coriandre, tu mets ça devant un écolo, il sait même pas faire la différence. Mais d'ailleurs, il il y a des gens, ils devraient. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les sujets animalistes, les sujets écologistes, pourraient et devraient sans doute être des sujets rassembleurs. Bien sûr. Entre la gauche et la droite. Oui. Et nous, notre but, c'est de pousser des valeurs. Mais aussi, il y a un côté rassembleur. Ça ne peut pas être rassembleur, puisque tous les écolos... L'alimentation, tout le monde veut bien manger, manger sainement. Les écolos, ils sont tous de gauche, et même plutôt très à gauche. Par exemple, sur la viande. Même ceux qui aiment la viande veulent une viande de qualité. Et pour ça, il faut sortir de l'élevage intensif, par exemple. Absolument. Donc, c'est des sujets quand même qui sont rassembleurs. J'aimerais... Sandrine Rousseau peut nous expliquer que le barbecue, c'est ceci, c'est trop caricatural, c'est pas possible. C'est ridicule, ça. Pardon, qu'est-ce qu'il y a De dire que le barbecue, c'est viriliste et que c'est masculiniste. Mais c'est Sandrine Rousseau. C'est ridicule. C'est avant tout cruel pour l'animal qui est en train de griller. Moi, c'est mon point de vue. Ça devrait s'arrêter. Voilà. Pour revenir encore une fois au sujet de ce débat, les médias alternatifs comme ceux auxquels vous participez là en ce moment, en l'occurrence sur TVL, que TVL compte, je crois, à l'heure où on est diffusé 956 000 abonnés sur YouTube, ça dit quand même quelque chose. Est-ce que vous pensez que YouTube a un peu remplacé la télé du soir, Pierre Ménès, que, vous voyez, ce type d'émission, on a connu Pollack, on a connu les grandes heures de droit de réponse, de Ciel Montmardi, on essaye modestement de nous reproduire. Il n'y a plus ça, la télé aujourd'hui. Ah non, il ne peut plus y avoir ça, puisque regarde... Et Hanouna, quoi. Regarde, Hanouna, on l'a viré parce qu'il a insulté Louis Boyard, qui était quand même quelque part le rêve de 80% des Français. Alors moi, je suis un mauvais exemple parce que je ne suis pas spécialement client de YouTube, sauf pour regarder des extraits de la comédie musicale Les Misérables.
qui est mon truc de chevet. Mais je ne suis pas très client de... Maintenant, effectivement, je vais aller tous vous voir sur YouTube. Les incorrectibles. Et voilà, bon, ça, Oui, bien sûr. bien sûr. C'était le Graal. C'est l'épiphanie, ça. Mais est-ce qu'on commence à gagner la guerre de la crédibilité? Parce qu'à un moment donné, on nous brocardait en nous disant, bah voilà, continuellement qu'on était d'extrême droite, complotistes. Puis maintenant, il y a pas mal de gens, comme moi, comme Béatrice, comme vous, qui oui, mais les gens qui s'abonnent à la chaîne de Béatrice, c'est parce que c'est Béatrice. Je veux dire, c'est des gens qui sont quelque part déjà conquis par sa personnalité, ses opinions. Ça va comme ça, tu aimes? Et voilà. Et moi, c'est Fais pareil. gaffe, ça se voit. Là, je suis à 2 doigts de la toucher comme être irréparable. Mais moi, c'est pareil. Les gens qui s'abonnent à moi, c'est que ils disent tiens, le gros qui était à Canal, il est là maintenant. On va écouter ce qu'il dit. Et puis ça leur plaît, ils reviennent et puis ils s'abonnent. Puis ça monte doucement. Hein. Moi, je suis très étonné. C'est-à-dire que maintenant, on commence à m'arrêter dans la rue pour me parler de ma chaîne YouTube. Alors qu'il y a encore 6 mois, on ne me parlait que de Canal et tu nous manques, et quand est-ce que tu reviens? Et tu penses qu'à un moment, il va y avoir une bascule dans quelques années? Parce que même le JT de TF1, pardon, mais les gens se disent c'est toujours 5 millions. Mais enfin, il y a quelques années, c'était 10 à 12 millions avec PPDA. On a tendance à l'oublier. Hein. Oui, mais il y avait beaucoup moins de chaînes aujourd'hui. Les gens l'incarnaient. Cet argument, il est aussi, c'est que les audiences sont en baisse sur toutes les chaînes parce que tu as une offre qui est totalement diluée. Quand tu regardes aujourd'hui tu regardes l'audimat du prime time, tu as la 12e audience pratiquement qui fait presque 800 000 personnes. Donc forcément, ces 800 000-là, ils ne sont pas sur les chaînes qui étaient au-dessus. Donc, je veux dire, la multiplicité de choix fait qu'aujourd'hui, les audiences sont mathématiquement moins fortes. Béatrice, toi aussi, tu penses ça? Tu penses, c'est d'ailleurs le pari que tu fais? Je fais souvent, par exemple, des interventions sur la chaîne d'Idriss Aberkane, que beaucoup de gens... On salue d'ailleurs et qu'on adore. On salue. Et qui, d'ailleurs, sera peut-être notre invité prochainement. Oui, il a plus d'1 million 100 000 ou 1 million 200 000 followers. Il n'est jamais invité nulle part. Ce type est absolument brillant. Et l'autre fois, on a fait une petite vidéo. Tout de suite, c'est passé à presque 400 000 vues en peu de temps. Donc, il y a un vrai appétit pour ces chaînes-là. Toxin marche très bien. Ta chaîne marche très bien, Les Incorrectibles. Ici, ça marche, ça cartonne. Donc, oui, je pense que les gens en ont marre. Et petit à petit, les jeunes, de toute façon, ne regardent plus la télé. Donc. Et c'est ça, voilà ce que je disais. Parce que c'est ça le phénomène, surtout. Enfin, Grégory Moreau. J'ai une question pour Monsieur Ménez, si je peux me permettre, avec Mais tout mon respect pour vous. Ça va, c'est bien là? Pour l'instant, ça se passe bien. Ouais. C'est une question presque naïve. Hein. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une surmédiatisation du sport qui amènerait le problème qu'en fait, on noie un peu des sujets peut-être plus importants? Est-ce que le sport, c'est pas devenu un peu du pain et des jeux pour la plèbe? La pomme du plomb. Et pendant ce temps-là, moi c'est une question, hein, c'est pas du tout. Je vous ai dit que ça m'a fait bouffer tellement longtemps que, quelque part, je ne me suis jamais vraiment posé cette question. Mais oui, bien sûr que quand on regarde... Parce que les grandes audiences à la télé, aujourd'hui, c'est les trucs de sport. Hein. C'est l'équipe de France de foot, l'équipe de France de rugby. On va dire aujourd'hui, quand tu veux faire plus de 10 millions à la télé, ça ne peut être que du sport. Ça ne peut être que du sport. Les Jeux Olympiques, ça a été un carton phénoménal. Mais aussi parce que il faut aussi reconnaître que quand tu parles de sport, tu ne parles pas de l'Ukraine, tu ne parles pas du chômage, tu ne parles pas des dettes, tu ne parles pas de tout ça. Voilà. Et forcément, ça te nettoie la tête. Mais faut pas se leurrer, c'est aussi un business. C'est également forcément un business avec des gens qui font fructifier ce business. Les footballeurs, les clubs et tout ça. Tu sais, si aujourd'hui, Antoine Arnaud et la famille Arnaud ont racheté le Paris Football Club, c'est pas uniquement par passion du foot. C'est aussi parce que... l'influence. L'influence. Je suis pas certain qu'Antoine Arnaud ait besoin du Paris FC pour avoir de l'influence. En tout cas, je peux te dire que son fils est extrêmement impliqué là-dedans. Le fils de Bernard Arnault, Antoine Arnaud. Antoine Arnaud est extrêmement impliqué là-dedans et que c'est pas fin. Et quelque part, c'est rassurant parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la situation financière du foot français est dramatique.
Aujourd'hui, on a une chaîne qui s'appelle Ligue 1+. Pourquoi ? Parce que les droits télé sont passés de 600 millions aujourd'hui à 80 millions. Et qu'un club aujourd'hui, s'il peut avoir 4 millions d'euros à la fin de la saison, là où il en avait 30, et tu as des clubs, beaucoup de clubs, enfin les clubs indépendants en France, les droits télé, c'était 50 à 60% de leur budget. Ah ben, si on t'enlève, si tu as 50 millions de budget avec 30 millions de droits télé et que ça passe à 5, bah, il te manque 25 millions. Et donc c'est pour ça que quand tu as une famille comme la famille Arnaud qui achète un club, il faut pas faire... c'est les mecs qui disent « Ah, ils arrivent de Ligue 2, ils ont déjà dépensé 50 millions. » Mais heureusement qu'ils ont dépensé 50 millions. En plus, ils ont acheté des joueurs en France. Ils ont acheté un joueur à Brest, 7 millions. Bah, Brest, crois-moi, les 7 millions, ils les prennent. Et on a besoin en France aujourd'hui de clubs qui peuvent vivre sans les droits télé. Strasbourg a été racheté par des milliardaires américains qui s'appellent Blueco, qui ont aussi le club de Chelsea. Bah là, ils ont dépensé 120 millions cette année dans le mercato Strasbourg. Ils en ont vendu 90. Ça, personne ne le dit. C'est toujours, voilà, les nouveaux riches, le pognon, c'est dégueulasse. Et puis c'est la succursale de Chelsea, alors que c'est juste de l'argent qui arrive dans le foot français. Et vous voulez quoi, que tous les clubs soient en situation de faillite et crèvent ? Voilà. Est-ce que, pour revenir encore aux médias alternatifs, Charbel, est-ce que vous pensez qu'on est en train de devenir le véritable contre-pouvoir à notre niveau ? Moi, ce que je pense qui s'est passé, c'est la période Covid, elle aura fait mal, mais terriblement. Il y avait... Gilets jaunes, Covid. Gilets jaunes et Covid. Très bien. Parce que la période Covid, elle a quand même duré quelques temps. Moi, je me souviens, au repas de midi du dimanche, mon père, BFM TV, je devenais fou, moi. Mais une fois, j'ai compté juste le mot, par exemple, c'est juste un exemple, le mot vaccin. Plus d'une centaine de fois, mais en très très peu de temps. Ils faisaient mine, mais c'est ça que les gens ont vu après. Je pense, ça c'est mon avis perso, les gens ils ont vu la supercherie. C'est qu'ils vous faisaient des faux débats, ils mettaient des mecs pour, des mecs contre, ils faisaient semblant de s'asticoter tous là, de s'embrouiller, et en fait ils étaient tous là pour inscrire dans l'inconscient des gens, il faut aller vous vacciner, il faut aller ceci, il faut aller cela. Et les gens, ils ont pris conscience qu'en fait, ces gens-là, ils leur ont menti du matin au soir. Et quand ils ont reconnu, par exemple, que pour cette histoire de vaccin, que le vaccin n'empêchait pas la transmission, je sais pas quoi, mais on n'avait pas le droit de le dire, je crois que c'est Geoffroy Lejeune qui l'avait avoué sur le plateau de CNews, mais on n'avait pas le droit de le dire. Mais qu'est-ce que vous voulez accorder encore un soupçon de crédit à ces médias? Tu t'es vacciné, toi? Pas du tout. Jamais? Ah si, non mais Pierre, moi j'ai été militaire, en une journée on s'est pris 14 vaccins pour partir en Afrique, donc je suis pas un anti-vax. Oui. Non, mais toi, tu t'es vacciné, toi? Pour le Covid? Oui. J'ai été obligée. D'accord. Et toi? Moi? Ouais. Oui, moi, pour voir mon père en EHPAD, j'étais obligé aussi. Ouais. Voilà. Vous? Joker. Joker, il a le droit. Pour ces histoires de médias, mais regardez le débat qu'on a, c'est-à-dire que Là, tout de suite, ils ont menti du matin au soir aux gens. Il y avait le croque-mort là qui arrivait à la télé, là, comment on l'appelait l'autre là, Jérôme Salomon. Ah, là, celui qui annonçait les morts. Non, mais alors lui, mais c'était. T'avais Laurent-Éric Lelay. Qui est le directeur des sports de directeur France des Télé, sports qui faisait un tweet tous les jours avec le nombre de décès, le nombre de... Et je disais, mais à un moment, j'ai dit, mais arrête. Quel intérêt? C'est vendre de la peur aux gens, quoi. C'est ça, mais ils ont joué que là-dessus. Et les médias ont justement validé ça. Donc c'est pour ça, moi, quand c'est comme ça, c'était fini, la télé, je la regarde même plus. Et sur le contre-pouvoir, Même le foot. tu as le sentiment, Charbel, C'est quand l'équipe de France joue, ouais. tu as le sentiment d'être investi d'une mission de contre-pouvoir ou... C'est pas le sentiment d'être investi d'une mission. Moi, je me prends pas la tête, Eric. Moi, quand je vois quelque chose qui me tape dans la tête, c'est quand je vois qu'on raconte des conneries, je prends ma caméra, je rédige mon texte, je vais me poser dans mon bois et je dis les choses comme je les vois. J'ai aucune prétention politique et j'ai rien de tout ça. Mais simplement qu'on vienne nous retourner le cerveau. Encore une fois, moi, j'ai quitté un pays en guerre dans lequel j'ai vécu 11 ans. C'est pas pour venir ici vivre la Pravda et l'Union soviétique. Dans le pays qui a quand même rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais on est chez les dingues. Non, mais tout a été résumé là, par cette déclaration qui avait fuité sur les réseaux de Delphine Ernotte, qui était directrice des programmes sur le service public, et qui dit « Notre mission », je me souviens de la phrase, c'est de... T'as un rat dans ta capuche. Oui, d'or, elle est bien. C'est de donner un narratif qui ne rentre pas trop en contradiction avec celui du pouvoir. Fin de la phrase. Service public. Au nom de la stabilité, du fait que sinon c'est le chaos. Non.
Ta mission, c'est pas de donner un narratif, pour commencer. C'est ça. Et encore moins qu'il soit... non, ta mission sur le service public est de livrer un narratif qui peut rentrer en contradiction avec celui du pouvoir. Et comme on voit un président de la République, ça avait fuité. Je crois que c'était Mediapart ou Le Canard qui reçoit les 8 patrons de médias à 7h du matin pour dire « Attention, là, c'est une période de crise. On aimerait bien que vous parliez de ça et plutôt de ça. Et que de toute façon, c'est moi qui vous nomine après. » Donc, en fait, c'est comme J'étais ça en vacances, là, j'ai reçu un appel de RTBF à propos du 10 septembre, parce que j'ai fait des vidéos sur le 10 septembre. Ouais, mais la journaliste, je lui dis non. Elle m'a dit, vous êtes obtus? Je dis, je suis obtus, moi? Je dis, d'accord, je suis obtus. Je dis, mais ça, c'est le minimum syndical que vous avez vu, encore, vous n'avez rien vu d'autre. Mais vous n'avez pas vu le reste. Mais je dis, je peux pas, j'ai pas confiance. Je dis, moi, je travaille, moi. Moi, ce que je gagne, c'est je le produis. Et je ne suis pas comme les politiciens que vous interviewez qui sont payés à coups d'argent public. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le temps de passer du temps pour démentir vos conneries. Moi, j'ai pas le temps. Et j'ai besoin de produire pour nourrir ma famille, en fait. Et je lui dis non, je suis pas obtus, je suis logique. Nous, on n'est pas tous pareils. Je dis oui, mais la majorité, vous êtes pareils. Démontrez le contraire, peut-être qu'on commencera à discuter avec vous. Je refuse de discuter, je cherche pas de visibilité, je cherche rien de tout ça. Et je lui ai expliqué, elle me dit, mais vous aurez de la visibilité. Mais je dis, mais je m'en fous, en fait. Je m'en fous. C'est ça, le truc. Et on n'a plus confiance, en fait, tout simplement. Et surtout quand tu te les as déjà pris une fois sur la gueule, dès que tu vois ce qu'ils sont capables de faire, tu te dis, ouais, quand même. Ah ouais, non, mais ouais, ils sont capables de tout, je sais. Mais par rapport au 10 septembre, pardon, hein, mais moi, je pense que les révolutions ne sont pas annoncées dans les médias. Oui. Ça. Donc, je suis un peu sceptique. Attention, si je peux me permettre... Je termine juste rapidement. En fait, Les 10 dernières minutes. le mouvement des Gilets jaunes, en fait, il est vraiment venu d'en bas, il est venu spontanément. Ah oui. Si ce mouvement du 10 septembre peut changer des choses en manière positive, tant mieux. Mais bon, ça ressemble plus à une espèce de... Non, mais le 10 septembre, il y a deux fronts le 10 septembre. Ma phrase. Ce terme est important. Pour moi, c'est peut-être, je le crains, une sorte d'opposition un peu contrôlée. Voilà. Il y a deux France le 10 septembre. Le 10 septembre, il y a celle de Jean-Luc Mélenchon, qui profite de chaque crise pour surfer dessus, pour s'acheter une popularité, un électorat où je ne sais pas ce qu'il fait. J'avais fait une vidéo complète là-dessus, moi, franchement, où j'avais débunké ça. Et il y a aussi les gens qui ne vont pas aller dans la rue, qui ne vont pas aller casser. Parce que le 10 septembre, c'est quoi? C'est stopper la consommation pour essayer de couper les vivres. Mais les gens, ils sont tellement désespérés qu'ils s'accrochent à tout et n'importe quoi pour essayer de s'en sortir. D'accord? Comme vous avez à cœur de défendre votre cause animalière, je ne sais pas comment on dit. Animal. Voilà, la cause animale, pardon. Ben, les gens, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire bouffer leurs gosses, en fait. C'est ça, le truc. Non mais c'est pas incompatible, et hein. le C'est pas 10 incompatible. septembre, le 10 septembre, c'est pas un 10 septembre que je descends dans la rue et puis je vais être infiltré par des black blocs et je vais tout péter. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la France de ceux qui sont en train de surfer sur la vague du 10 septembre, comme ils ont surfé sur tout. C'est pourtant ce qui risque de se passer. Hein. Comment? C'est pourtant ce qui risque de se passer. Ce qui risque de se passer, mais c'est pas nous, ça. Ah non, c'est mais pas nous. Pas nous, mais. Ouais, mais ils font ce qu'ils veulent. Les gens qui vont regarder c'est ce pas qui la va se passer majorité. le 10 septembre, s'ils voient des black blocs qui cassent tout. Non, ils sauront. Non, mais Ils les gens sauront. du 10 Ils ont été septembre- capables, été capables d'utiliser des LBD contre des gilets jaunes et d'arracher des yeux, etc. Ils ne peuvent pas laisser faire des black blocs. Dans ces cas-là, s'il y a des black blocs, il faut les arrêter tout de suite. Ils le feront pas. Immédiatement. Ils le feront pas, mais on verra qu'ils le feront pas. Oui, mais ce que Donc, je veux dire, Béatrice, c'est que le 10 septembre, c'est même pas un mouvement. Les gens, Mélenchon a commencé à sortir son on bloque tout, c'est pas un mouvement. Le 10 septembre, à l'origine, quand vous lisez le communiqué, c'est stopper la consommation. Ralentir les consommations par carte bancaire, les paiements par carte bancaire. C'est pas une manifestation dans la rue. C'est pas aller devant faire des sit-ins, je sais pas où. Ça n'a déjà, rien à voir avec la base, ça. On ne sait pas, je rejoins Monsieur Moreau, on ne sait même pas qui est à l'origine du 10 septembre. C'est extrêmement bizarre. Tout de suite, il y a eu des articles dans Le Parisien, ça a été poussé par les médias mainstream, ce qui est extrêmement bizarre, vu que Voilà, généralement, j'aimerais ils défendent les accrocher lignes ça avec du les médias gouvernement. mainstream. Donc là, pourquoi ils poussaient une date qui était subversive, c'est étonnant. Et personne n'arrive à savoir Il n'y avait pas qui encore le était vote de à l'origine. confiance. Non, mais je suis entièrement d'accord. Mais à la limite, ça, je un truc serais bizarre. tenté de dire, ok, d'accord, qui pousse pas, que ça a été poussé par les mainstream, mais l'idée est bonne. Après, et surtout quand on lit l'article de la Dépêche. L'article de la Dépêche, il se contredit en un article. C'est-à-dire qu'ils viennent reprendre de qu'est-ce que ça va coûter vraiment le fait, quel impact va avoir vraiment le fait de ne pas payer avec la carte bancaire et compagnie. Et ensuite, ils viennent se contredire. Au départ, ils disent que oui, ça risque de faire mal. Et à la fin de l'article, ils disent, bah non, finalement, c'est juste 60 millions d'euros, c'est pas grand-chose. Donc, en fait, si vous voulez, cette histoire de 10 septembre, que les médias le médiatisent ou pas, à la limite, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, et je ne suis pas le porte-parole du 10 septembre, c'est que l'idée est bonne. Il faut que s'il y a 15, 20, 30 millions de Français qui le font, mais croyez-moi qu'en haut,
bah, ils vont sentir que Oui, ça non, pue. mais bien sûr. La Mais solution, le c'est pas but, de c'est ne pas quoi? C'est de utiliser ta rester- carte une journée. La solution, c'est de te dire que même si tu as Oui, en 10% espèces des points. Français qui vont retirer leur cash et qui disent pendant un mois, on paye en cash. C'est ça. Là, ils vont le sentir. Mais en fait, comment tu veux que les mecs aient peur puisque le 11, tu reprends la conso? Mais c'est ça le truc. Tu la décales. Mais c'est ça, l'idée est Je vais bonne, juste acheter sauf plus que de... la mise en Je vais pratique... faire gaffe à acheter mes clopes la veille et puis voilà. Quoi. Exactement, l'idée est bonne, sauf que la mise en pratique version Mélenchon est pourrie. Mais de toute Et façon, d'ailleurs, il a été lâché par les syndicats le lendemain. hein. On sait que les médias vont jouer le jeu, les médias mainstream vont jouer le jeu fidèlement de ce qui va se passer là dans les quelques jours qui viennent. Là, on va quand même assister à une séquence politique qui va être quand même explosive, hein, potentiellement. Donc il y aura le 8, lundi prochain, donc le vote de confiance. Le 10, a priori, ce mouvement. Qu'est-ce qui peut en sortir? J'ai quand même l'impression que plus Là, c'est ça en train va, de péter quand même. j'ai loin l'impression de quand péter. même que plus ça va, plus Macron est lâché par tout le monde, Oui. y compris par les médias. Exactement. Et j'ai bien le tant mieux Ouais. derrière. Et voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de médias mainstream et de médias non mainstream qui souhaitent que ce 10 septembre soit une vraie déflagration dans la société française. Moi, j'y crois pas plus que ça. Mais parce que les gens pensent avant tout d'abord à leur petit confort individuel. Donc, j'y crois pas plus que ça. Et s'il y avait une présidentielle anticipée, par exemple, ça, par exemple, vous y croyez ou pas? Non, il démissionnera pas. Non, il démissionnera pas. Non, il démissionnera pas. De toute façon, la question ne se Et je posera. pense pas qu'il dissoudra parce que il va nommer encore un Pimpin, Un Darmanin, un Retailleau, un Le Cornu. Damarin, Le Cornu, Retailleau et leur orchestre. Et ça va. Et le mec, il va faire quoi? Il va consulter. Donc LFI n'ira pas. Le Rassemblement national ira poliment. Les LR, forcément, ils iront. Les socialistes, ils iront en disant avec Faure qui quand même égrène les conneries. Qui aime Marine Tondelier. Oh là là, et qui aime Marine Tondelier. Bah écoute, au moins ça fait quelqu'un pour elle, tant mieux pour elle, parce que ça doit quand même pas être la bagarre. Et j'avais dit pas les femmes. Et mais je pense sincèrement qu'ils vont encore nous balader pendant 6 mois. Et puis 6 mois après, il y aura les municipales, donc tout le monde va se focus sur les municipales. Et on va voir. La possible mise à l'écart de Marine Le Pen, ça vous interpelle ou pas La possible mise à l'écart du jeu de par les affaires juridiques qui touchent. Je vais te dire, alors je sais que tu arrêtes pas de dire que c'est mon ami, mais quand je vois que Nicolas Sarkozy a été condamné pour des écoutes entre lui et son avocat, je ne sais pas si on imagine le scandale absolu de cette condamnation. Une discussion, malheureusement je suis bien placé avec les avocats, une discussion entre un client et son avocat, c'est quelque chose de sacré. Déjà que tu mets ces gens-là sur écoute, en soi déjà c'est honteux et illégal, et qu'en plus tu les condamnes et que tu lui foutes un bracelet électronique pour ça, alors qu'il y a certainement bien d'autres occasions de condamner Nicolas Sarkozy. Oui, il y avait sur 40 000 d'autres trucs où dossiers. tu pouvais le faire tomber. oui. Il faut quand même savoir que du temps de François Hollande, tu avais 12 magistrats à plein temps qui étaient sur les côtes de Sarkozy. 12. Tout ça avec notre pognon, comme d'habitude. Mais voilà, moi donc à partir de là, effectivement, moi je ne sais pas si Marine Le Pen, elle a tapé dans la caisse ou pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est quand même un flou artistique assez extraordinaire entre les gens qui sont employés par ton parti ou employés pour aller au Parlement européen, toujours pour ton parti. Hein, donc voilà. Il ne faudrait pas en faire une martyre non plus, quoi. Non, mais c'est intéressant parce que est-ce que c'est aux juges de définir qui est habilité ou pas à se présenter? Ça pose un vrai sujet. Si elle est au bout du compte, au bout de tous les appels et les recours déclarée innocente et qu'entre-temps elle n'a pas pu se présenter, ça va poser un problème. Je suis bien d'accord. Bon, mes chers amis, on va bientôt arriver au terme de cette émission. Alors d'abord, on va terminer avec les dessins d'Ignace, que je vais vous demander d'applaudir à chaque fois. Le rêve de Pierre Ménès, régler le conflit russo-ukrainien sur un match de foot. Bravo. Je ne serais pas con. Bon, ça gagne. Qui gagne, oui. Tu sais, la Russie, ça fait des années qu'ils sont hors du circuit international. L'Ukraine a quand même une bonne équipe. Ouais. Le problème du parti animaliste, c'est que ceux que nous défendons ne peuvent pas voter avec un clin d'œil à Plume. Plume qui est dans la capuche. Ah, c'est incroyable ça.
Dans qui a plus de Greg elle a mis Tabibian. de la bouffe. Ouais. L'ascendant des médias alternatifs, j'aimerais tant me faire inviter à Bistro Liberté. Voilà, Emmanuel Macron. Et enfin, Plume, ravi de sa soirée, je viens de me faire un nouvel ami. Voilà, avec Greg Tabibian qui est à côté. Alors, vous savez que si vous avez d'ailleurs l'intention, vous aussi, ou envie... Il n'y a pas de dessin de Béatrice parce que c'est impossible de caricaturer. Attention, tu l'as touché. Ouais, voilà. On en vient à Béatrice. En tout cas, voilà, si vous avez besoin ou envie de faire un cadeau, vous pouvez aussi bien commander un dessin à Ignace. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le site qui va s'afficher à l'écran, designace.com, je crois, de mémoire. Voilà. Merci en tout cas, Ignace. Alors, il y a aussi des cadeaux que de la part d'Ignace. Voilà, alors le premier, voilà, c'est une caricature, enfin c'est pas une caricature, c'est le portrait de Greg Tabibian. Voilà, pour toi, mon cher Greg. Super. Tiens, avec... Bah voilà, Béatrice Rosen, elle a aussi son portrait, mais là c'est en mode portrait. Là, il est sympa, De la part de, voilà. Alors, mon cher Grégory Moreau, et ben voilà, on le reconnaît bien, il n'y a pas Plume avec, mais en tout cas, voilà, de la part d'Ignace. Pierre Ménès, magnifique, voilà, comme d'habitude. Voilà, une belle caricature pour toi, mon cher Pierre. Et puis Charbel, lui aussi, il a le droit à sa caricature. Voilà, pour toi, Charbel. Je précise donc vraiment, on vous demande à chaque fois, nous on n'est pas comme les médias mainstream, il faut tout le temps vous dire de vous abonner, de diffuser ou d'aider à diffuser ces émissions. C'est comme ça que sur l'algorithme aussi, eh bien YouTube, Google, voilà, on monte. On arrive, je disais, pour les même pas 4 dernières minutes. Cher Pierre Ménès, quelle est la chose qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines? Un nouveau genou. Ouais, Voilà, un genou qui marche. Ça peut aider, ouais. Un genou qui marche, un genou qui me repermette d'aller un quart d'heure sur un cours de tennis, parce que c'est quelque chose qui me manque encore plus que la télé. D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un plaisir, mon cher Pierre, de te recevoir. J'oublie pas aussi que tu m'avais soutenu à mes débuts, et moi aussi, j'aime bien me souvenir des gens qui m'ont aidé. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Je tiens à remercier évidemment tout le public qui était là avec nous. Et je vous demande, s'il vous plaît, de faire un tonnerre d'applaudissements pour toute l'équipe qui est derrière Bistro Liberté. Ce soir, il y avait à la réalisation Raphaël, il y avait au son Pierre, Édouard, il y avait au cadre, c'est-à-dire derrière chacune des caméras ce soir, Charles Riwal ainsi que Victor. Et bien sûr, j'aimerais avoir un petit mot pour Martial Bild pour cette rentrée de Bistro Liberté, cet créateur. Voilà, ainsi que Arnaud, le producteur. Et j'aimerais qu'on fasse aussi un tonnerre d'applaudissements pour la nouvelle directrice générale de TVL, la personne d'Élise Blaise. On lui souhaite tout le meilleur. On se retrouve quant à nous dans 2 semaines. Et évidemment, il y a Plume aussi, on me dit qu'il y a Plume, alors on peut peut-être montrer Plume, voilà. Ah bah elle applaudit, elle était en train d'applaudir. Voilà, ah bah j'aimerais bien la prendre, mais pour ça, il faut que tu me la donnes. Mais non, mais allez, voilà. Et ben on va avoir un petit mot. Ah bah, ça me fait... Voilà, merci beaucoup. Voilà Plume. Ah oui, j'avoue que c'est assez impressionnant parce que c'est très gentil et ça griffe pas. Incroyable. On se retrouve dans 15 jours si vous voulez bien, si j'ai pas eu la rage d'ici là, avec Pierre-Jean Chalençon. Très bonne soirée à tous. Bye bye.